Avant de commencer, j'ai une Mahon Projbe à vous adresser. J'essaie d'atteindre le palier des 1000 abonnés, ce qui représente une étape vraiment importante pour moi. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner. Ce n'est qu'un petit clic pour vous, mais pour moi, c'est une immense source de motivation pour créer de nouvelles vidéos. Merci infinici à tous. Je suis venu réclamer votre trône. Le roi Alpha du Nord est arrivé avec un pacte maudit et un sourire moqueur. Exactement le genre d'homme qu'elle s'était juré de ne jamais laisser s'approcher d'elle. 7 ans à régner seul et un seul regard a suffi pour que sa louve réponde au sien. Quelque chose qui l'a mise en fureur. Il adorait la voir irritée. Elle détestait qu'il soit si dangereusement irrésistible. Et quand elle l'a vu devenir jaloux d'elle, chose qu'il n'avait jamais ressentie pour aucune femme, elle a compris que ce roi portait plus que de l'arrogance sous sa peau. Cela a semé un doute qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Qui est Séné qui est vraiment à ses côtés? Le bêta qui l'a aimé en secret toutes ces années? Ou le roi qu'elle s'était juré de mépriser? La nuit où ils se sont battus dans la cour avec des étincelles et des provocations frôlant l'interdit, quelque chose en elle a failli céder. Et maintenant, elle comprend que le vrai danger n'est pas le pacte, mais le désir défendu qui menace de briser les défenses qu'elle avait juré de ne jamais laisser s'effondrer. Chapitre 1. Quand Calandros, roi alpha des terres du Nord, arrive sur le territoire d'Isa, l'hiver semble suivre ses pas. L'air se rafraîchit, les nuages s'assombrissent au-dessus des tours de pierre grise du château et quelque chose dans l'atmosphère change, comme si le royaume lui-même reconnaissait un prédateur sur ses terres. Isa le sent avant de le voir. Elle est assise sur le trône de chêne noir qui appartenait à son père, le roi Torven, décédé de complications de santé. Ses doigts tapotent légèrement la coudoir tandis qu'elle observe les doubles portes de la grande salle. Lion se tient à côté d'elle comme il l'a fait ces 7 dernières années, depuis le jour où elle a pris la couronne à 18 ans. Lion est grand, aux épaules larges, avec des cheveux sombres et des yeux qui l'ont toujours regardé avec une dévotion qu'elle n'a jamais remise en question. Il est son bêta, son ami, la seule constante dans sa vie depuis que tout a changé. Il est en retard, murmure Lion, sa voix portant une désapprobation à peine déguisée. Peut-être devrions-nous considérer cela comme un signe de manque de respect? Isa ne répond pas tout de suite. Ses yeux restent fixés sur les portes, attendant, sentant. Il y a quelque chose dans l'air qui perturbe sa louve intérieure, une agitation qu'elle ne peut nommer, une qui n'a aucun sens. Elle a régné pendant 7 ans. Elle a affronté des guerres, des trahisons, des ennemis qui sous-estimaient sa capacité à diriger seule. Plus rien ne l'intimide. Alors pourquoi son cœur s'emballe-t-il lorsque les portes s'ouvrent brusquement avec un bruit sourd et que Calandros entre? Isa ressent l'impact comme un coup physique. Il est grand, plus grand qu'elle ne s'y attendait, avec de larges épaules qui remplissent l'embrasure de la porte et une présence qui semble aspirer tout l'air de la pièce. Ses cheveux sont clairs, attachés en un demi-chignon qui laisse des mèches rebelles tomber sur ses yeux. Des yeux entre le vert et le gris, de la couleur de la glace fondante qui baleine la pièce avec une confiance si absolue qu'elle frôle l'arrogance. Il porte du noir de la cape aux bottes et se déplace avec la posture de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de prouver son pouvoir parce que tout le monde le sait déjà. Isa se force à rester immobile, à ne rien montrer d'autre que sa louve. Sa louve hurle en elle, pressant contre sa peau, exigeant quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'elle s'arrête à quelques pas du trône. Ses yeux croisent les siens et quelque chose passe entre eux. Électrique, impossible à ignorer, dangereux. Il ne s'incline pas, ne montre ni soumission ni respect. Il se contente de l'observer comme s'il l'évaluait. La disséquait, décidait si elle valait son temps. Isa lève le menton. Calandros. Sa voix est stable, contrôlée, insensible au tumulte qui la déchire. On dit que vous êtes venu négocier. J'espère que vous avez apporté quelque chose qui vaille mon temps. Ses lèvres s'incurvent, pas exactement un sourire, plutôt la reconnaissance d'un défi accepté. Isaven, la reine louve. Sa voix est profonde, portant un subtil accent du Nord qui rend chaque mot plus lourd. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit que vous êtes aussi féroce que votre père. On dit la vérité, répond Isa sans hésiter. Kel fait un pas en avant. Lion bouge instantanément, protecteur, mais Isa lève une main pour l'arrêter. Les yeux de Kel se tournent brièvement vers Lion. Une évaluation rapide, un désintérêt manifeste avant de revenir vers elle. Alors allons droit au but, dit Cal, et quelque chose dans sa façon de parler fait se retourner l'estomac d'Isa. Ce n'est pas de la nervosité, c'est de l'anticipation. Comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, et qu'il était sur le point de poser une carte sur la table qui allait tout changer. Je ne suis pas venu négocier, Reina Isa. La salle tombe dans le silence. Les conseillers échangent des regards confus. Lion se raidit. Isa incline légèrement la tête, les yeux plissés. Alors pourquoi êtes-vous ici? Cal tend la main. Un de ses hommes, un guerrier balafré à la posture de soldat, s'avance et place un parchemin scellé dans sa paume. Cal le tient un instant, les yeux toujours rivés sur les siens, avant de le lui offrir. Je suis venu réclamer mon dû. Les mots tombent comme des pierres dans une eau calme. Isa sent tout son corps se tendre, mais elle force son expression à rester neutre, tandis qu'elle descend les marches du trône et lui prend le parchemin. Le contact est bref, leurs doigts s'effleurent, mais suffisant pour qu'une vague de chaleur lui monte dans le bras. Elle l'ignore et se concentre sur le seau à briser.
La marque est indubitable, royale, authentique, et la signature, Torven, son père. Isa lit rapidement, son cœur battant à chaque ligne. C'est un pacte signé il y a 7 ans, quelques mois avant la mort de Torven. Pendant la guerre, lorsque le royaume était encerclé, sans ressources au bord de l'effondrement, Kael, ou plutôt le père de Kael, qui régnait à l'époque mais est mort peu après, laissant le jeune Kael comme héritier, a envoyé des troupes, des provisions, des armes, sauvant le royaume de Torven d'une destruction totale. En retour, Torven a signé une dette à vie. Tout ce que le roi du Nord exigerait à l'avenir, tant que cela resterait dans les limites de l'honneur, serait accordé sans question. Isa sent son sang se glacer. Ce n'est pas possible. Si, répond Kael, sa voix calme et inflexible. Authentique, vérifié par les anciens du Nord. Votre père l'a signé, reine Isa. Et maintenant, je suis venu réclamer ce qui m'est dû. Lion s'avance furieux. Vous mentez. Si un tel pacte existait, nous le saurions. Torven n'aurait jamais caché une chose pareille. Qu'elle ne bouge pas, ne quitte pas Isa des yeux. Votre roi a caché beaucoup de choses pour protéger son royaume. C'en était une. Il savait que si la vérité éclatait, vos ennemis sentiraient une faiblesse. Alors, il a gardé le secret. Et il est mort avant de le révéler. Isa sent le monde basculer. Ça ne peut pas être vrai. Mais le sceau est là. La signature est là. Et au fond d'elle, dans un endroit d'endroit qu'elle ne veut pas admettre exister, elle sait que c'est logique. Elle se souvient comment la guerre a soudainement tourné. Comment les provisions ont commencé à arriver alors qu'elles n'auraient pas dû. Comment les forces ennemies se sont retirées sans explication. Mon père a conclu un pacte et je ne l'ai jamais su. Que voulez-vous ? La question sort plus bas qu'elle ne le voulait, mais ferme. Kael s'avance d'un pas, puis d'un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'il soit si proche qu'elle doive lever la tête pour croiser son regard. Il est massif de près, intimidant, mais Isa ne recule pas. Une alliance matrimoniale, dit-il, les mots tombant comme un verdict. La salle éclate en murmures, les conseillers se lèvent, protestant. Lion bouge à nouveau, mais Isa lève la main, le stoppant net. « Vous exigez que je vous épouse », dit-elle, sans émotion. « Oui. Pourquoi ? Pour la première fois, quelque chose vacille sur le visage de Kael. Rapide, presque imperceptible, et suspicieusement proche de la vulnérabilité. Parce que mon royaume est en danger. Des clans nomades des montagnes poussent contre mes frontières. Seul, je ne leur résisterai pas. J'ai besoin d'alliés. J'ai besoin d'armées. J'ai besoin d'une union qui forcera mes ennemis à reculer. Il marque une pause. Et le pacte me donne le droit d'exiger exactement cela. Isa l'étudie, cherche des mensonges, de la manipulation, tout ce qu'elle pourrait utiliser contre lui. Mais tout ce qu'elle voit, c'est une froide détermination. Il ne demande pas, il exige, et il a le droit légal de le faire. « Maudit sois-tu, père. Qu'as-tu fait ? J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. « Vous avez 3 lunes, répond Kael sans hésiter. Après cela, soit vous honorez le pacte, soit je révèle votre refus à tous les royaumes voisins. Et vous savez ce qui arrivera ? Votre crédibilité s'effondrera. Une reine qui n'honore pas les dettes de son père ne mérite pas de régner. C'est une menace. Claire, brutale, efficace. Lion explose. Espèce de... La voix d'Isa coupe l'air comme une lame. Il s'arrête, tremblant de rage, mais obéit. Elle se retourne vers Kael, forçant chaque muscle de son corps à rester calme, contrôlé. 3 lunes, vous les aurez. Mais d'ici là, vous resterez dans ce château en tant qu'invité, sous surveillance. Kael sourit, un petit sourire dangereux qui fait se crisper quelque chose au fond d'elle. Comme vous voudrez, reine Isa. Il fait une légère révérence, plus moqueuse que respectueuse, et se retire, ses hommes le suivant. Isa le regarde partir, sentant le poids de chaque regard de la cour sur elle. Quand les portes se ferment, Lion s'approche, sa voix basse et urgente. « Isa, tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Il te manipule. Il n'y a aucune preuve réelle que le Nord a sauvé notre royaume. Ça pourrait être un coup monté. » Isa regarde le parchemin dans ses mains, la signature de son père, et quelque chose se brise en elle. « Ce n'est pas un coup monté, » murmure-t-elle. « Je reconnais la signature et le sceau. C'est authentique, Lion. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Isa ferme les yeux un instant. Quand elle les rouvre, une froide détermination y brille. Nous trouvons la vérité sur le pacte. Sur Kael, surtout. Elle se tourne vers lui, sa voix s'abaissant à quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Parce que si c'est réel, alors je n'ai pas le choix. Lion prend ses mains, la forçant à croiser son regard. Tu as toujours le choix, Isa, toujours. Mais pendant qu'il dit cela, pendant qu'il essaie de la rassurer, tout ce qu'Isa peut sentir, c'est l'écho de la présence de Kael vibrant encore dans l'air. Son odeur, sa chaleur, la façon dont sa louve a réagi quand leurs yeux se sont croisés. Qu'est-ce qui m'arrive ? Cette nuit-là, Isa ne peut pas dormir. Elle se tient sur le balcon de ses appartements, regardant la cour en contrebas où certains des hommes de Kael ont établi leur camp. Ils sont différents de ses propres soldats, plus sauvages, plus rudes, avec des cicatrices qui racontent des histoires de batailles innombrables. Et au milieu d'eux, grand et imposant, même assis près du feu, se trouve Kael. Il semble sentir son regard. Il lève lentement la tête, ses yeux trouvant les siens à travers la distance et l'obscurité. Isa devrait détourner le regard. Elle devrait rentrer, fermer les rideaux, prétendre qu'elle ne regardait pas. Mais elle ne le fait pas.
Elle reste là, piégée dans son regard, sentant quelque chose d'impossible monter en elle, quelque chose qui ressemble dangereusement à de la reconnaissance. Qui es-tu, Calandros? Et plus important encore, pourquoi ai-je l'impression que je devrais déjà le savoir? Chapitre 2. Les jours qui suivent, l'arrivée de Cale se transforme en une guerre silencieuse menée à travers les couloirs de pierre du château. Le matin après la présentation du pacte, Isa convoque une réunion privée du conseil. Les visages autour de la table sont tendus, inquiets. Lion se tient à sa droite comme toujours, ses yeux fixés sur elle avec cette loyauté inébranlable qui l'ancre. Nous devons vérifier l'authenticité du document, déclare l'un des conseillers les plus âgés, Alistair, qui a servi le père d'Isa bien avant sa naissance. Nous ne pouvons pas simplement le croire sur parole. Je l'ai déjà fait, répond Isa, sa voix sonnant plus fatiguée qu'elle ne le voudrait. Elle a passé toute la nuit dans les archives à consulter de vieux registres, à comparer les sceaux. Le document est authentique, la signature est celle de mon père, le sceau royal est intact. Un lourd silence s'abat sur la pièce. Mais cela ne signifie pas que nous devons y obéir aveuglément, intervient Lion, sa voix ferme. Nous pouvons remettre en question les termes, chercher des failles, argumenter que... La porte s'ouvre brusquement. Cale entre sans cérémonie, ses pas résonnant dans la chambre de pierre. 2 de ses hommes le suivent, le guerrier balafré et un plus jeune aux cheveux sombres et aux yeux vifs et alertes. Isa sent la colère monter instantanément. « Ceci est une réunion privée du conseil, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Vous n'étiez pas invité. » Cale s'arrête à l'entrée, croisant les bras sur sa large poitrine. Il y a ce petit sourire sur ses lèvres, celui qui commence déjà à l'irriter profondément. « Ah, mais j'aurais dû l'être. Et pourquoi donc? Parce que... » répond Cale, marchant lentement vers la table. « Le pacte ne me donne pas seulement le droit d'exiger une alliance matrimoniale, il m'accorde également une participation à toutes les décisions politiques. Tant que le pacte reste actif... » Il s'arrête de l'autre côté de la table, juste en face d'Isa. « Votre père était très méticuleux lors de la rédaction des termes. La reine Isa... » Torven savait que si je fournissais des ressources aussi importantes, j'aurais besoin de garanties qu'elles seraient utilisées correctement. Alors il m'a donné une voix. Jusqu'à ce que la dette soit payée ou que le pacte soit rompu, j'ai le droit d'être présent à chaque réunion de ce conseil. Le sang d'Isa se glace. C'est la clause 9, si vous voulez vérifier, l'interrompt calmement Cale. Alistair tend la main et prend le parchemin. L'aîné lit rapidement et Isa voit la défaite sur son visage avant même qu'il ne parle. Il a raison, confirme Alistair, la voix lourde de regret. La clause est claire. Tant que le pacte est actif, le roi du Nord a une participation consultative aux réunions du Conseil traitant des questions politiques, militaires ou commerciales pertinentes. Participation consultative, répète Isa, s'accrochant à ce mot comme à une bouée de sauvetage. Ce qui signifie que vous pouvez offrir des opinions, et pas que vos opinions sont contraignantes. Vrai, concède Cale, tirant une chaise et s'asseyant sans y être invité. Mais cela signifie que vous ne pouvez pas m'exclure, et que tout ce qui est discuté ici, je le saurai. Il se penche en arrière sur sa chaise avec une posture détendue qui frise l'insolence. « Alors, de quoi discutions-nous » Lion se lève brusquement, ses mains frappant la table. « C'est absurde, vous ne pouvez pas simplement... » Lion, la voix d'Isa est basse mais ferme. Il s'arrête, tremblant de fureur, et obéit quand elle lui fait signe de s'asseoir. Isa se force à respirer profondément. Chaque fibre de son être veut expulser Cale de cette pièce, de ce château, de ce royaume. Mais il a raison. Le maudit pacte lui accorde ce droit. « Très bien, dit-elle enfin, sa voix contrôlée. Vous pouvez rester, mais vous feriez mieux de vous assurer que vos contributions sont vraiment pertinentes, roi Cale. Je ne tolérerai pas que mon temps soit perdu. » Cale sourit, ce petit sourire dangereux qui lui tord l'estomac. « Ne vous inquiétez pas, reine Isa. Je promets de rendre chaque réunion mémorable. » La réunion se poursuit sous une tension palpable. Issa essaie de se concentrer sur les affaires du royaume, la récolte d'automne, les fortifications des frontières, les routes commerciales, mais la présence de Cale est comme une pierre dans sa botte, impossible à ignorer. Quand elle présente un rapport sur les routes commerciales, Cale l'interrompt en pleine phrase. « Pardonnez-moi, reine Isa. » Son ton est poli, mais la lueur dans ses yeux raconte une autre histoire. « Mais ces routes que vous mentionnez, n'ont-elles été établies qu'il y a 2 ans ? Pour autant que je sache, avant cela, votre royaume dépendait exclusivement des terres de l'Est. » Isa enfonce ses doigts dans la table de chêne. Il a raison, et il sait qu'il a raison, et il lui jette ça au visage devant tout le conseil. « Les routes ont été étendues, » répond-elle d'une voix égale. « Nous avons diversifié nos alliances commerciales pour éviter de dépendre d'un seul royaume. » Malin, concède Cale, se penchant en arrière avec cette même posture exaspérément détendue. « Bien que tardif, si vous aviez fait cela pendant la guerre, peut-être n'auriez-vous pas eu besoin d'aide extérieure. » Le silence qui suit est suffocant. Les conseillers détournent le regard, mal à l'aise. Lion se raidit à côté d'Isa, ses doigts agrippant le bras de sa chaise assez fort pour faire craquer le bois. Isa sourit. Ce n'est pas un sourire aimable. « Suggérez-vous que mon père a commis des erreurs stratégiques, roi Cale ?» « Je dis, répond Cale, les yeux brillants de quelque chose de dangereux,
Que gouverner en temps de paix est plus facile que de gouverner en temps de guerre. Vous avez hérité d'un royaume déjà sauvé, reine Isa. La question est, qu'auriez-vous fait si vous aviez affronté ce que votre père a affronté? C'est une provocation flagrante. Issa sent la colère lui monter le long de la colonne vertébrale comme du feu, et quelque chose en elle, sa louve, grogne sourdement, voulant bondir pour montrer à cet homme arrogant exactement de quoi elle est capable. Puis elle remarque. Il sourit, pas le sourire politique qu'il utilise avec les conseillers, un vrai. Petit, presque imperceptible, mais qui illumine ses yeux d'une manière qui lui fait chavirer le cœur. Il aime ça. La prise de conscience la frappe comme un éclair. Qu'elle n'essaie pas de l'humilier. Il la provoque exprès parce qu'il veut la voir en colère, parce qu'il aime quand elle perd son sang-froid. Isa se force à se détendre. Elle se penche en arrière dans sa chaise, imitant sa posture, joignant calmement ses mains sur la table. « Si j'avais affronté ce que mon père a affronté, dit-elle, sa voix douce comme de la soie, je n'aurais jamais signé un pacte qui plaçait mon royaume entre les mains d'un autre roi. J'aurais trouvé une solution qui ne me rendait redevable à personne. » Le sourire de Cale s'élargit. Admirable confiance. Arrogance dangereuse, dit l'homme qui a traversé les frontières pour recouvrer une dette vieille de 7 ans. Une dette est une dette, peu importe le temps qui passe. Et la fierté, peu importe à quel point vous êtes désespéré. Leurs yeux se croisent. La pièce entière semble disparaître. Il n'y a plus qu'Isa et Kyle, mesurant leur force à travers la table, aucun ne voulant céder. Finalement, Alistair se racle la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être devrions-nous faire une pause. Isa ne quitte pas Kyle des yeux. Excellente idée. Quand la réunion se dissout et que les conseillers commencent à partir, Lyon s'approche parlant d'une voix basse et urgente. Il te provoque exprès. Essaie de te faire perdre le contrôle devant le conseil. Isa détache enfin son regard de Kyle, qui se tient de l'autre côté de la pièce en parlant avec un de ses hommes, bien que ses yeux restent rivés sur elle. Je sais. Alors pourquoi continues-tu de tomber dans le panneau? C'est une bonne question. Isa n'a pas de réponse. Ou plutôt, si, mais ce n'est pas une qu'elle veut admettre, parce que quand il me provoque, je me sens vivante, parce que personne d'autre n'ose me défier de cette façon. Parce que je déteste ça, et que j'en ai envie en même temps. Il ne va pas me manipuler, dit-elle à la place. Je suis en contrôle. Lyon lui touche doucement le bras, la tournant vers lui. Une inquiétude sincère remplit ses yeux, celle qu'il a toujours eue depuis qu'ils sont enfants. Isa, tu n'as pas à faire ça seule. Je suis là, j'ai toujours été là, et je le serai toujours. Il y a quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose au-delà de la loyauté. Isa fronce légèrement les sourcils, étudiant son visage. Lyon soutient son regard un instant de trop avant de détourner les yeux et de relâcher son bras. « Je vais creuser davantage sur le pacte », dit-il, retombant dans le professionnalisme. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser. Une faille ?»« Merci, Lyon. » Il sourit, ce sourire doux et familier qui l'a toujours réconforté, et s'éloigne. Isa reste immobile un moment, digérant l'information. Mais quand elle lève à nouveau les yeux, qu'elle est toujours là, observant toujours, et quand leurs regards se croisent, il incline légèrement la tête, comme pour dire « le deuxième round arrive ». Les jours suivants s'éternisent dans une routine tendue. Qu'elle reste au château en tant qu'invitée, mais sa présence se fait sentir dans chaque couloir, chaque décision, chaque souffle qu'Isa prend. Il n'assiste pas à toutes les réunions, seulement à celles qu'il juge pertinentes, mais quand il le fait, c'est toujours avec ce sourire exaspérant et provocateur. Issa commence à anticiper ses commentaires avant qu'il ne les fasse, préparant des contre-arguments acérés. Et qu'elle semble le remarquer, intensifiant ses provocations de manière de plus en plus subtile et de plus en plus dangereuse. Un après-midi, alors qu'elle inspecte les remparts, qu'elle apparaît sans y être invitée. « Vous vérifiez si vos défenses sont à la hauteur ?» demande-t-il, marchant à ses côtés avec cette posture assurée à laquelle elle s'est habituée à contre-cœur. « Je vérifie si j'ai besoin de les renforcer contre les intrus importuns, répond Isa sans le regarder. Cal rit, un son grave et rauque qui fait se contracter quelque chose en elle. Intrus, mot intéressant pour un invité. Vous n'êtes pas mon invité, vous êtes mon créancier, il y a une différence. Et pour l'instant, Isa s'arrête de marcher, se tournant pour lui faire face. Pour l'instant, qu'elle s'avance, réduisant la distance entre eux d'une manière qui fait battre son cœur. 3 lunes. Reine Isa, vous m'avez donné 3 lunes. 10 jours se sont déjà écoulés. Vous vous rapprochez de la décision à chaque nuit que vous passez sans me répondre. Peut-être que je connais déjà ma réponse. Peut-être, mais vous ne l'avez pas exprimée. Il incline légèrement la tête, l'étudiant avec des yeux qui semblent percer chacune de ses défenses. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas quoi dire. Parce qu'à chaque fois que je te regarde, quelque chose en moi se brise et se reforme. Parce que ma louve crie des choses que je ne sais pas interpréter. Parce que, répond Isa, levant le menton, j'aime vous voir attendre. Le sourire que Calais lui adresse à ses prédateurs. Attention, reine Isa, faire attendre un loup ne fait que le rendre plus affamé. Et puis il s'éloigne, la laissant debout sur le rempart, tremblant de colère et de quelque chose d'autre qu'elle refuse de nommer. Pendant ce temps, Lyon observe tout à distance.
Ce soir-là, il cherche Isa dans la bibliothèque. Elle est assise près de la cheminée, lisant de vieux documents, cherchant désespérément une faille dans le pacte. « Toujours rien ?» demande Lyon, fermant la porte derrière lui. Isa secoue la tête, frustrée. « Mon père était méticuleux. Chaque clause est hermétique. Il n'y a aucune échappatoire. » Lyon s'approche, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Isa, tu n'as pas à faire ça seule. » Elle le regarde, voyant l'inquiétude sincère dans ses yeux. « Je sais, Lyon, et je t'en suis reconnaissante. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Quelque chose vacille sur son visage, quelque chose d'intense, de vulnérable. Il lève la main comme pour toucher son visage, mais se rétracte au dernier moment. « Tu mérites mieux que ça, » dit-il doucement. « Mieux que d'être forcé d'épouser un étranger à cause d'un vieux pacte. Je n'ai pas le choix, tu as toujours le choix. » Lyon prend ses mains dans les siennes. Et il y a quelque chose dans la façon dont il la touche qui fait froncer légèrement les sourcils d'Isa. « Si tu refuses le pacte, je serai à tes côtés. Nous affronterons les conséquences ensemble. » Son ton est différent, plus profond, plus personnel. Isa étudie son visage, essayant de comprendre. Mais Lyon détourne le regard avant qu'elle ne puisse le déchiffrer. « Merci, dit-elle enfin. Mais je ne peux pas t'entraîner là-dedans. C'est mon fardeau, ma décision. » Lyon serre ses mains une dernière fois avant de se lever. À la porte, il se retourne. « Ne lui fais pas confiance, Isa. Peu importe ce qu'il dit. Les hommes comme Cale ont toujours des motifs cachés. » Et puis il part, fermant la porte derrière lui. La nouvelle du bal arrive comme une décision soudaine du Conseil, une ancienne tradition qui ne peut être ignorée, surtout en des temps incertains. C'est une façon de montrer la force, de démontrer aux royaumes voisins qu'Isa règne avec confiance et stabilité, insensible aux pressions extérieures. Isa passe l'après-midi à se préparer, laissant ses dames de compagnie tresser ses cheveux en nattes élaborées entrelacées d'argent. La robe qu'elle choisit est de couleur champagne avec une broderie dorée complexe sur le corsage. Quand elle entre dans la salle de bal, les conversations s'arrêtent, les nobles s'inclinent et de l'autre côté de la salle, près des colonnes de marbre, Cale se fige en pleine phrase. Ses yeux croisent les siens à travers la foule et quelque chose traverse son visage. Quelque chose de rapide, d'intense, disparu avant qu'elle ne puisse le nommer, mais c'était suffisant pour faire trébucher son cœur. Non, je ne vais pas penser à ça. Pas ce soir. Lyon s'approche presque immédiatement, impeccable dans sa tenue formelle de bêta, ses cheveux lâches légèrement ébouriffés. Un doux sourire touche ses lèvres alors qu'il s'incline devant elle. « Ma reine, dit-il, sa voix contenant quelque chose de plus intime que le titre ne le suggère. Puis-je avoir cet honneur ?» Il tend la main, Isa hésite une fraction de seconde, non pas parce qu'elle ne veut pas danser avec Lyon, mais parce qu'elle sent le poids du regard de Calais de l'autre côté de la pièce. Et Dieu l'aide, elle aime ça. Elle aime savoir qu'il la regarde, aime le pouvoir que ça lui donne. Elle pose sa main dans celle de Lyon. « L'honneur est pour moi. » Il se dirige vers le centre de la salle de bal alors que la musique commence. Une douce mélodie traditionnelle qu'Isa connaît depuis son enfance. Lyon la guide avec familiarité, sa main stable et respectueuse sur sa taille. « Vous êtes éblouissante ce soir, » murmure Lyon, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Merci. » Isa sourit, essayant de se concentrer sur la danse, sur la musique, sur n'importe quoi d'autre que la présence brûlante de Cale, qu'elle sent même sans le regarder. De l'autre côté de la salle de bal, Cale sent quelque chose de dangereux s'enflammer en lui. Sa louve grogne sourdement, une fureur instinctive qu'il n'a jamais ressentie auparavant, ni dans les batailles, ni lors des trahisons. Voir les mains de Lyon sur la taille d'Isa, voir leur proximité, leur familiarité, la façon dont elle lui a souri. Elle n'est pas à lui. La pensée est sauvage, primitive, incontrôlable. Ma louve n'accepte pas ça. N'accepte pas de la voir dans les bras d'un autre homme, qu'elle serre les poings, luttant pour se contrôler. Mais le besoin d'agir, d'interrompre, d'arracher Lyon d'elle est presque insupportable. Alors il agit. D'un pas délibéré, il traverse la salle de bal et tend la main à Lady Marion, l'une des plus belles femmes de la cour, connue pour sa beauté à couper le souffle, ses vagues de cheveux dorés et un charme exercé qui laisse les hommes trébucher sur eux-mêmes. Elle accepte instantanément, rayonnante, et bientôt ils dansent. Qu'elle ne regarde pas Isa, prétend qu'elle n'existe pas, rit à quelque chose que Marion dit, se penche plus près que nécessaire. Isa a l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Colère, jalousie, fureur, tout à la fois. Il ose venir dans mon royaume exiger une alliance. Et maintenant, il danse avec une autre femme comme si je ne comptais pour rien. Sa louve grogne en elle, voulant bondir, arracher cette femme de lui. Mais elle se force à sourire, à continuer de danser avec Lyon, à prétendre qu'elle ne voit pas, qu'elle s'en fiche. Mais elle s'en soucie. Dieu, elle s'en soucie tellement que ça fait mal. Isa, la voix de Lyon, la ramène à la réalité. Il la regarde avec inquiétude et autre chose. « Est-ce que ça va ? Je vais parfaitement bien, » ment-elle, sa voix plus froide qu'elle ne le voulait. Mais ses yeux la trahissent. Il se reporte sur Cale et cette fois, il la regarde. Pas Marion, elle. Leurs regards se croisent à travers la pièce et quelque chose d'électrique crépite entre eux. Cale ne sourit pas, ne fait aucun geste. Il la regarde seulement avec cette intensité qui rend la respiration difficile. Et Isa réalise, avec une horreur grandissante, qu'il a fait ça exprès. Il me provoque à nouveau, mais cette fois c'est différent. Parce que cette fois, ce n'est pas avec des mots ou de la politique.
C'est avec quelque chose de bien plus dangereux. Lion s'approche, sa main glissant légèrement le long de sa taille, sa voix plus basse, plus intime. « Oublie-le, Isa. Il ne mérite pas ton attention. » Isa regarde Lion, le regarde vraiment, et pour la première fois remarque la façon dont il la regarde, l'intensité dans ses yeux, la proximité qui va au-delà de l'amitié. Il ressent quelque chose pour moi. Les pensées tourbillonnent. Lion a toujours été son meilleur ami, son loyal bêta, la seule constante dans sa vie. Mais maintenant, la façon dont il la tient, lui parle, la regarde. Comment n'ai-je jamais vu ça? Isa. Lion hésite et quelque chose de vulnérable entre dans son ton. « Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, n'est-ce pas ?» Elle fronce légèrement les sourcils. « Je sais, Lion, tu as toujours été à mes côtés. Pas seulement à tes côtés. » Il l'attire un peu plus près, son souffle chaud près de ses cheveux. « Je veux que tu saches que peu importe ce que dit ce pacte, peu importe ce que Kyle exige, tu as des choix. Et tu mérites quelqu'un qui a toujours été là. Quelqu'un qui te connaît, qui t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux donner. » Le cœur d'Isa s'emballe, mais pas comme il le devrait, car tout ce à quoi elle peut penser, c'est Kyle, où il est, ce qu'il fait. La musique change, plus lente, plus intime. Les couples autour d'eux se rapprochent. Lion en profite, l'attirant plus près, son souffle effleurant sa tempe. Isa regarde par-dessus son épaule. Kyle ne danse plus avec Marion. Il se tient au bord de la piste de danse, seul, ses yeux rivés sur elle et Lion. Et l'expression sur son visage est de la pure fureur. Mâchoire serrée, poings serrés, yeux brillants de quelque chose de sauvage à peine contenu. Il semble à quelques secondes de traverser la piste et d'arracher Lion d'elle. La musique se termine. La salle de bal applaudit poliment. Lion lève la main d'Isa à ses lèvres, l'embrassant avec une dévotion exagérée, s'attardant bien plus longtemps que nécessaire. Et puis une voix tranche l'air. « Le fait d'être votre prétendant ne me vaut-il pas une danse ?» Isa se retourne. Qu'elle se tient là, à quelques pas seulement, grand, imposant, avec ce regard qui ne demande pas, il ordonne. Toute la salle de bal se tait. Lion se raidit à côté d'elle, les yeux plissés de rage à peine contenus. Elle a assez dansé. Qu'elle ne le regarde pas, ne rompt pas le contact visuel avec Isa, même pas une seconde. « Je ne te demandais pas, bêta. » L'accent mis sur le dernier mot est du pur venin. Le cœur d'Isa s'emballe. Elle devrait refuser. Elle devrait refuser publiquement. Montrer qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, qu'elle ne se pliera pas à ses exigences. Mais quand leurs yeux se rencontrent, quand elle voit le défi mêlé à quelque chose de plus profond, de plus brut, de plus désespéré, elle ne peut pas. Elle lève la main, qu'elle la prend instantanément, ses doigts se refermant sur les siens avec une possessivité qui frise l'imprudence. Il la tire sur la piste de danse et Isa sent chaque regard dans la pièce fixée sur eux. La musique reprend, quelque chose de plus rapide cette fois, de plus intense. Kyle la tire dans ses bras avec une force suffisante pour lui couper le souffle. Sa main sur sa taille est chaude, grande, la faisant se sentir petite d'une manière qu'elle déteste et désire à la fois. Ils commencent à danser et le monde se dissout. « Vous vous amusez ?» Sa voix est basse, rauque, empreinte de danger. « Devrais-je » rétorque Isa, levant le menton avec défi. « Votre bêta est très dévoué. » Le mot dégouline de poison. Presque possessif, je dirais. Et Lady Marion est très disponible. La réplique lui échappe avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Maudit soit-il, il va remarquer. Il saura que... Les yeux de Kyle brillent d'une pure satisfaction. Jalouse, reine Isa, ne soyez pas ridicule. Non, il la fait tourner brusquement, la ramenant à lui avec une force qui fait s'écraser leurs corps l'un contre l'autre. La proximité est brutale. Elle peut sentir sa chaleur à travers leurs couches de vêtements, l'odeur de pain et de neige incrustée dans sa peau. Parce que je pourrais jurer que votre loup va grogner quand j'ai touché cette femme. Isa se fige, il a vu. Vous imaginez des choses. Elle essaie, mais sa voix est trop faible. Kyle rit, un son grave qui vibre contre elle. Vraiment ? Parce que j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu cet homme avec ses mains sur vous, quand il vous a tiré plus près, quand il a murmuré des choses que moi seul devrais entendre. Sa voix tombe à un quasi-grondement. Ma louve voulait le déchiqueter. Le cœur d'Isa tonne. Lion est mon bêta, mon ami. Vous n'avez aucun droit de... Droit, coupe Kyle, les yeux brûlants. Vous avez raison, je n'ai aucun droit. Tout comme vous n'avez aucun droit de ressentir ce que vous avez ressenti quand j'ai dansé avec quelqu'un d'autre. Il attire incroyablement plus près, ses lèvres effleurant son oreille. Mais nous l'avons tous les deux ressenti, n'est-ce pas? Et vous savez exactement ce que cela signifie. Issa essaie de se dégager, mais Cal la tient fermement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Menteuse. Le mot est chuchoté, presque tendre. Continuez à faire semblant si vous voulez, mais je le sens. Je le sens à chaque fois que vous êtes prêt. Je sens votre louve appeler la mienne. Je sens la façon dont vous tremblez quand je vous touche. Sa main glisse le long de son flanc, descendant sa taille jusqu'à sa hanche, et les genoux d'Isa manquent de se dérober. Et vous le sentez aussi. Arrêtez, murmure-t-elle, mais il n'y a eu aucune conviction dans le mot. Pourquoi? Parce que la vérité vous fait peur? Parce que pour la première fois de votre vie, vous n'êtes pas en contrôle? Isa trouve enfin la force de le pousser légèrement, créant de l'espace. Ses yeux brillent de rage, de confusion, de désir, tout entremêlés. Vous ne savez rien de moi. Je sais plus que vous ne le voudriez, répond Cal.
Et il y a quelque chose de vulnérable dans sa voix qui brise ses défenses. Je sais que vous régnez seul parce que vous ne faites confiance à personne. Je sais que vous avez perdu votre père et que vous avez juré de ne plus jamais être faible. Je sais que vous avez construit des murs si hauts que personne ne peut les escalader. Il s'avance, éliminant la distance qu'elle a créée. Mais je n'ai pas besoin d'escalader, Isa, parce que vous m'avez déjà laissé entrer. Et ça vous terrifie. Isa ouvre la bouche, la referme, essaie de trouver les mots pour nier, pour mentir, pour se protéger. La musique s'arrête. La salle de bal applaudit, mais aucun d'eux ne bouge. Kel tient sa main une seconde de plus qu'il ne le devrait. Ses doigts tracent de lents cercles sur sa paume. Un geste si intime, si possessif qu'il la fait trembler. Puis il se penche, ses lèvres effleurant son oreille, et chuchote des mots qui font voler en éclats tous les murs qu'elle a construits. Continuez à prétendre que vous ne le sentez pas. Mais nous connaissons tous les deux la vérité. Et puis il s'éloigne, la laissant debout au milieu de la salle de bal, tremblante, furieuse et dangereusement proche d'admettre quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais ressentir. De l'autre côté de la pièce, Lion observe et pour la première fois de sa vie, il ressent une peur réelle de la perdre. Chapitre 3. La nuit du bal laisse Isa agitée d'une manière qu'elle ne peut nommer. Allongée dans son lit, fixant le dais de velours sombre au-dessus d'elle. Tout ce qu'elle peut voir, ce sont les yeux de Cal. La façon dont il l'a regardée pendant la danse, la proximité de leur corps, les mots qu'il a murmurés à son oreille avant de s'éloigner. Continuez à prétendre que vous ne le sentez pas, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Isa se tourne sur le côté, frustrée, frappant l'oreiller. Sa louve est agitée, sans repos, pressant contre sa peau comme si elle voulait sortir et chasser quelque chose qu'elle ne peut pas avoir. C'est ridicule, c'est un manipulateur. Il utilise le pacte pour me piéger, pour obtenir ce qu'il veut. Je ne peux pas lui faire confiance, je ne peux pas. Mais alors, elle se souvient de la façon dont il l'a tenue. La vulnérabilité dans sa voix quand il a dit qu'elle l'avait déjà laissé entrer, la fureur dans ses yeux quand il a vu Lion la toucher. Arrête, arrête de penser à ça. Elle se redresse brusquement, renonçant au sommeil. Elle enfile des vêtements d'entraînement, un pantalon de cuir souple et une simple tunique et quitte ses appartements. Si elle ne peut pas dormir, elle peut au moins transformer cette énergie frustrée en quelque chose de productif. Le terrain d'entraînement est désert à cette heure de la nuit. La pleine lune éclaire l'espace circulaire de pierre entouré de cibles de paille et d'armes montées sur les murs. Isa saisit une épée d'entraînement plus lourde que les lames de combat, conçue pour développer la force, et commence. Mouvement après mouvement, coup après coup, essayant de vider son esprit, essayant de ne pas penser à des yeux de la couleur de la glace fondante et à des mots chuchotés qui font trembler son monde entier. Elle est si concentrée qu'elle n'entend pas les pas. Vos mouvements sont lents. Isa se retourne en sursaut, le cœur battant. Kel se tient à l'entrée du terrain, appuyé contre l'une des colonnes de pierre. Il est habillé de façon décontractée, une chemise sombre avec les boutons du haut défait, un pantalon noir sans armure ni formalité. Ses cheveux sont lâches, tombant sur ses épaules d'une manière qui fait se contracter quelque chose en elle. Et il sourit, ce petit sourire dangereux. « Surveillez-vous mon royaume ou mon insomnie, roi du Nord ?» demande Isa, forçant sa voix à paraître indifférente en abaissant l'épée. « J'essayais. » Kel se détache de la colonne, marchant vers elle à pas lents et posés. « Mais j'ai entendu du métal, ça m'a intrigué. Maintenant que votre curiosité est satisfaite, vous pouvez retourner dans vos appartements. Je pourrais... » Il s'arrête à quelques pas d'elle, son regard parcourant son corps d'une manière qui fait chauffer sa peau. Mais où est-ce le plaisir là-dedans ? Isa lève le menton. Je ne suis pas ici pour vous divertir. Dommage parce que vous êtes extrêmement divertissante quand vous êtes en colère. Kel incline la tête, l'étudiant. Et vos mouvements sont vraiment lents. Si c'était un véritable ennemi, vous seriez déjà morte. La provocation allume quelque chose en elle. Vous voulez tester cette théorie ? Les yeux de Cal brillent d'une pure satisfaction. Toujours. Il prend une épée d'entraînement sur le mur, testant son poids avec des mouvements familiers. Quand il se retourne vers elle, il y a quelque chose de différent dans sa posture. Il n'est plus le roi qui siège aux réunions du conseil. Il est le guerrier, le prédateur. Ils prennent position de part et d'autre du terrain. « Pas de pitié, » dit Cal. Sa voix basse et dangereuse. « Je n'en attendrai pas moins. » Isa frappe la première. Rapide, féroce, utilisant sa vitesse comme un avantage. L'épée fend l'air, visant son flanc exposé. Mais Kel bloque facilement, l'impact du métal sur le métal résonnant à travers la cour. Il contre-attaque, un mouvement fluide qui la force à reculer. Isa esquive, pivote, attaque à nouveau. La danse commence. Elle est brutale, ce n'est pas un combat amical, c'est intense, chargé de tout ce qu'ils ne disent pas à voix haute. Chaque coup qu'ils apportent est une tentative de prouver qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle n'est pas faible, qu'elle peut se défendre. Chaque mouvement de Kel est contrôlé mais implacable, comme si même en combat, il refusait de la blesser vraiment. Il se déplace dans les gens, se déplace dans la cour comme s'il connaissait les pas de l'autre par instinct. Frappe, parade, esquive. La sueur commence à briller sur le front d'Isa, sa respiration devenant plus lourde. Qu'elle le sent aussi. Elle le voit dans la tension de ses muscles, dans la façon dont ses mouvements deviennent légèrement plus lents. Mais aucun d'eux n'est prêt à s'arrêter. Isa sent l'épuisement brûler ses muscles, mais elle ne lui donnera pas la satisfaction de la battre.
Elle presse plus fort, attaquant avec une séquence rapide qui force Kyle à céder du terrain. Pendant une fraction de seconde, elle voit une ouverture. Elle se jette en avant. Mais Kyle est plus rapide. Dans un mouvement calculé, il utilise sa propre épée contre elle, tournant son corps et utilisant l'élan d'Isa pour la déséquilibrer. Elle trébuche, s'écrasant sur le dos, l'épée s'envole de sa main, glissant sur la pierre. Avant qu'elle ne puisse réagir, Kyle est sur elle. Une main épingle ses deux poignets au-dessus de sa tête, les pressant contre la pierre froide. Son corps la maintient au sol, la gardant complètement immobilisée. Son autre main lâche sa propre épée, la laissant tomber à côté d'eux, maintenant libre de s'appuyer sur le sol près de sa tête. Ils sont tous les deux essoufflés, en sueur, dangereusement proches. Les yeux de Kyle tombent sur sa bouche et Isa sent son cœur s'emballer d'une manière qui n'a rien à voir avec le combat. « Vous avez perdu !» murmure-t-il, sa voix rauque, triomphante. Isa devrait être furieuse. Elle devrait le repousser, exiger qu'il se lève. Mais au lieu de cela, autre chose se produit. Elle arrête de se battre. Elle laisse son corps se détendre sous le sien, sa respiration toujours saccadée, ses yeux rivés sur les siens avec une intensité qui fait chauffer dangereusement l'air entre eux. « Pas encore !» murmure-t-elle, sa voix sortant plus douce, presque intime. Le front de Kyle se plisse légèrement, confus par le changement soudain. « Non ?» Isa lève son visage juste un peu, ses lèvres s'entr'ouvrant, son regard tombant sur sa bouche avec une intention claire. Elle voit le moment exact où il comprend, sent quand son corps se tend, quand son souffle s'arrête une seconde. La main qui retient ses poignets se desserre légèrement. Son corps, auparavant tendu et contrôlé, hésite. Kyle se penche lentement, comme attiré par quelque chose de plus fort que sa volonté. La distance entre leurs bouches se réduit. 1 centimètre, un demi-centimètre. Isa peut sentir son souffle chaud sur ses lèvres. Elle voit ses yeux se fermer une fraction de seconde, anticipant, et puis elle bouge. D'un mouvement rapide et brutal, elle utilise sa jambe libre pour prendre appui, tord brusquement son corps et inverse complètement leur position. Pris complètement au dépourvu, qu'elle tombe sur le dos avec un bruit sourd. Avant qu'il ne puisse réaliser ce qui s'est passé, Isa est sur lui. Son genou presse sa poitrine et son épée d'entraînement qu'elle a saisie dans le même mouvement est maintenant à sa gorge. Silence. Kyle reste complètement immobile, la regardant avec un mélange de choc, d'incrédulité et de quelque chose de très proche de l'admiration. Isa sourit, un petit sourire, létal, triomphant. « Maintenant, vous avez perdu », dit-elle, sa voix stable, sans aucune trace de regret. Kyle l'étudie un long moment. Puis, à sa grande surprise, il rit. Un son grave, rauque, teinté de quelque chose qui lui tord l'estomac. « Kuba », murmure-t-il, mais il n'y a pas de colère dans son ton, seulement de la reconnaissance. « Respect, et peut-être un désir encore plus fort qu'avant. » « La guerre n'a pas de règles, répond Isa, bien que son cœur s'emballe et que ses mains tremblent légèrement sur la garde de l'épée. C'est vous qui avez dit que si c'était un véritable ennemi, je serais morte. Alors, j'ai utilisé tout ce que j'avais. » Kyle lève lentement une main, sans menace, juste un geste délibéré, et enroule ses doigts autour de son poignet, celui qui tient la lame à sa gorge. Pas pour la repousser, juste pour la toucher. « Tout ?» demande-t-il, sa voix basse et dangereuse, les yeux brillants de quelque chose de sauvage, y compris me faire croire que vous alliez m'embrasser. Isa sent la chaleur, l'eau lui monter au visage, mais elle ne recule pas. « Ça a marché, n'est-ce pas ?»« Oui !» admet Kyle, sa voix encore plus rauque. Son pouce trace de l'encercle sur son pouls, là où son cœur bat la chamade. « Parce que pendant une seconde, j'y ai vraiment cru. » Il marque une pause, son regard cherchant le sien avec une intensité qui la désarme. « Ou peut-être que je vous ai laissé gagner. »« Menteur !» murmure Isa, mais il n'y a aucune conviction dans sa voix. Kyle sourit, ce sourire dangereux qu'elle commence à reconnaître. Sa main quitte son poignet, glissant lentement le long de son avant-bras, puis de son bras jusqu'à son épaule. Chaque centimètre de contact brûle. « Prouvez-le, dit-il, et cela sonne presque comme une supplication déguisée en défi. La tension entre eux, c'est insupportable. Isa sait qu'elle devrait se dégager, se lever, mettre de la distance entre eux, mais elle ne peut pas. Elle reste là, à califourchon sur lui, sentant la chaleur de son corps sous le sien. La façon dont il la regarde comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. C'est dangereux. Mais alors Kyle fait quelque chose qui la désarme complètement. De sa main libre, il lui touche le visage doucement, presque avec révérence. Son pouce trace sa mâchoire, puis descend le long de son cou, sentant son pouce s'emballer. « Vous êtes dangereuse, Isa, » murmure-t-il. « Plus dangereuse que n'importe quel ennemi que j'ai jamais affronté. Alors vous devriez faire attention, » répond-elle, mais sa voix tremble. « Je devrais. » Ses yeux tombent à nouveau sur sa bouche. Mais il semble que je ne peux pas. Le monde autour d'eux disparaît. Il n'y a plus que deux. Souffle saccadé, cœur battant, la ligne entre la haine et le désir se dissolvant à chaque seconde qui passe. Isa se sent se pencher juste un peu, juste assez, pour réduire la distance entre leurs bouches à quelque chose de vraiment dangereux. Et Kyle ne recule pas, ne détourne pas le regard. Il attend simplement, les yeux rivés sur les siens, comme s'il lui donnait le contrôle total de la décision. Embrasse-le, et mets fin à tout ça. Mais alors des voix résonnent de l'autre côté de la cour. Des gardes en patrouille de nuit.
La réalité s'abat sur eux comme de l'eau froide. Isa se retire brusquement, se levant et reculant de quelques pas en trébuchant. L'épée glisse de sa main, cliquetant contre la pierre. Elle tremble d'adrénaline, de désir inassouvi, de peur de ce qu'elle a failli faire. Qu'elle se lève lentement, son regard ne la quittant jamais. Il y a de la frustration là, mais aussi de la compréhension. Isa, non. Elle lève une main, l'arrêtant. Ne dites rien, parce que s'il dit quelque chose, s'il nomme ce qui a failli se passer, elle ne pourra plus le nier. Cal ferme la bouche, il la regarde simplement ramasser son épée et la remettre au râtelier avec des mains qui tremblent encore. Quand Isa se retourne enfin pour partir, il parle. Pas fort, juste assez pour qu'elle l'entende. La prochaine fois, je ne tomberai pas dans le panneau si facilement. Isa s'arrête à l'entrée de la cour sans se retourner. La prochaine fois, vous n'aurez même pas la chance d'essayer. Mais ils connaissent tous les deux la vérité tacite. Ils ne parlent plus seulement de combat. Le lendemain est une torture. Chaque fois qu'Isa croise Cal dans les couloirs, la tension est insupportable. Il ne mentionne pas ce qui s'est passé sur le terrain d'entraînement. Il ne la taquine pas. Il la regarde seulement d'une manière qui fait que tout son corps se souvient du poids de son corps sur le sien, de la proximité, du presque. Isa essaie de se concentrer sur ses devoirs. Les réunions, les rapports, les décisions concernant le royaume, mais tout semble trivial comparé à la tempête qui fait rage en elle. Un après-midi, alors qu'elle examine des documents dans la bibliothèque, Lyon apparaît. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il, fermant la porte derrière lui et se dirigeant vers la table où elle travaille. Isa lève les yeux, pleine d'espoir. « Une faille dans le pacte ? Pas exactement. » Lyon hésite, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Mais des informations sur Cal sur les terres du Nord. Il pose un vieux parchemin sur la table. Isa le prend, lisant rapidement. Ce sont des archives d'anciennes alliances, de mouvements politiques dans les terres du Nord au cours des dernières années. « Que suis-je censé chercher ?» demande-t-elle. Lyon pointe une section spécifique. Ici, 3 mois avant que Cal ne vienne réclamer le pacte, il y a eu des rapports selon lesquels les terres du Nord subissaient des pressions à leurs frontières. Mais il marque une pause. Les attaques ont complètement cessé sans explication. Isa fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu insinues ? Je dis que peut-être la menace que Cale prétend affronter n'est pas aussi réelle qu'il le dit. Ou qu'elle était pratique. Assez pratique pour justifier sa venue ici et la réclamation du pacte à ce moment précis. » La suggestion envoie un frisson glacial le long de la colonne vertébrale d'Isa. « Tu penses qu'il a menti sur le fait d'être menacé ? Je ne sais pas. » Lyon s'assoit sur le bord de la table, la regardant avec une inquiétude sincère. « Mais ne trouves-tu pas ça étrange ? Il débarque ici avec un pacte vieux de 7 ans exigeant un mariage, prétendant avoir besoin d'alliés. Mais les attaques qui justifient supposément cela disparaissent, tout simplement. » Isa ne veut pas le croire, ne veut pas penser que Cal l'a manipulé depuis le début. Mais la preuve est là. De l'encre sur du parchemin, impossible à ignorer complètement. « Continue à creuser, » dit-elle enfin. « Je veux en savoir plus sur ces attaques. Quand elles ont commencé, quand elles ont cessé, et pourquoi ?» Lyon hoche la tête, mais avant de partir, il lui serre doucement l'épaule. « Isa, je veux juste te protéger. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle le regarde. L'ami qui a toujours été là, qui ne l'a jamais trahi, qui a toujours mis ses besoins avant les siens. « Je sais, Lyon, merci. » Il sourit, ce sourire doux, et part. Isa reste seule avec ses pensées turbulentes, fixant le parchemin. Quel a-t-il menti ? Tout n'était-il que manipulation depuis le début ? Mais alors, elle se souvient de la vulnérabilité dans sa voix quand il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. La façon dont sa louve a réagi quand il l'a vue avec Lyon. La fureur brute dans ses yeux pendant le bal. Ça ne peut pas être simulé. Ça ne peut pas. Mais si c'était le cas, cette nuit-là, Isa ne peut de nouveau pas dormir. Elle sort sur le balcon de ses appartements, regardant le royaume endormi sous le clair de lune. Et puis elle la sent, cette présence familière qui fait s'agiter sa louve. Vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir ? Isa se retourne. Kyle se tient à l'entrée du balcon. Comment il est arrivé là, elle ne le sait pas. Peut-être qu'il a grimpé. Peut-être qu'il a utilisé un passage secret. Peu importe. Il est là et elle devrait lui ordonner de partir. « Que faites-vous ici ?» demande-t-elle, mais sa voix sort plus douce qu'elle ne le voulait. Kyle s'approche lentement d'elle, s'arrêtant à ses côtés près de la balustrade. « Ma louve est agitée. Elle est comme ça depuis cette nuit sur le terrain d'entraînement. » Isa ne répond pas. Elle regarde simplement l'horizon, essayant d'ignorer sa proximité. L'odeur de pain et de neige qu'elle reconnaît maintenant instantanément. « Deviez-vous vraiment faire ça ?» La question lui échappe avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Venir ici, exiger, me piéger dans ce pacte. » Kyle ne la regarde pas tout de suite. Ses doigts se resserrent sur la balustrade de pierre. Sa mâchoire se crispe. Quand il parle enfin, sa voix est assagée basse, contrôlée, dangereuse. « Je suis venu réclamer ce qui m'appartient de droit. Votre père a signé un pacte, j'ai rempli ma part. Maintenant, vous remplissez la sienne. » Il marque une pause, puis tourne son visage vers elle, ses yeux brillants au clair de lune. « Mais si vous demandez si j'avais prévu que ce soit comme ça, la réponse est non. »« Comme quoi ?» demande Isa, le cœur battant plus vite. Kyle se rapproche, la proximité suffocante. « Comme ça, avec vous me regardant comme si j'étais l'ennemi, et en même temps non. » Sa voix tombe à un murmure rauque. « Je suis venu prêt à négocier avec une reine. Je ne m'attendais pas. »
Il s'arrête comme si les mots aient été trop dangereux à prononcer. Je ne m'attendais pas à vous. Isa sent l'air lui manquer. Il ne dit pas qu'il n'avait pas l'intention de la forcer, il dit que le plan a changé, qu'elle a tout changé. Et d'une certaine manière, cela semble encore plus dangereux. Les attaques dans les terres du Nord, dit-elle, le testant. Lyon a dit qu'elles avaient cessé, qu'elles avaient disparu sans explication. Quelque chose vacille sur le visage de Cal. La surprise, peut-être, ou la colère. Votre bêta m'enquête. J'enquête sur vous. Lyon ne fait que m'aider. Cal rit, un son amer. Bien sûr que vous le faites. Et que vous a-t-il dit d'autre? Que je suis un manipulateur. Que j'ai inventé la menace pour avoir une excuse pour réclamer le pacte. L'avez-vous inventé? Non. La réponse est ferme, sans hésitation. Les attaques étaient réelles. Elles sont réelles. Elles ont juste changé de tactique. Que voulez-vous dire? Kyle recule, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Quand je suis venu ici, mes ennemis se sont retirés temporairement. Ils attendent, observent, voient si je vais sécuriser l'Alliance ou si je reviendrai affaibli et seul. Donc, vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de moi? Oui. Il se retourne à nouveau vers elle et il y a quelque chose de brut dans son expression. Mais pas de la façon que vous pensez. Ce n'est pas seulement de la politique, Issa. Ce n'est pas seulement de la stratégie. Il se rapproche. Malouf vous a reconnu dès le premier instant. Et j'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de prétendre que ce n'était que le pacte, que de la convenance. Mais je ne peux plus. Les mots s'abattent sur elle comme des vagues. Isa sent ses genoux faiblir et s'agrippe à la balustrade pour rester debout. Ne dites pas ça, murmure-t-elle. Ne rendez pas les choses encore plus compliquées. Compliquées? Qu'elle rit à nouveau. Mais le son est brisé. Isa, les choses sont compliquées depuis la seconde où nos regards se sont croisés et où mon monde entier a basculé. Il est trop proche maintenant, si proche qu'elle peut voir chaque nuance dans ses yeux, vert et gris et une pointe d'or qui brille au clair de lune. « Je ne peux pas », dit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce qu'elle refuse exactement. Elle ne peut pas lui faire confiance, ne peut pas ressentir ce qu'elle ressent, ne peut pas se rendre. « Vous le pouvez », murmure Kyle, levant une main et lui prenant le visage avec une douceur qui contraste avec tout ce qu'il est. « Vous avez juste peur. Je n'ai peur de rien. Si, vous avez peur de perdre le contrôle, de faire confiance à quelqu'un, de ressentir quelque chose que vous ne pouvez pas gouverner avec logique et des stratégies. Il a raison. Maudit soit-il, il a complètement raison. » Isa ferme les yeux, essayant de se protéger, essayant de ne pas céder. Mais alors elle sent ses lèvres toucher son front. Un baiser doux, presque révérencieux. « Je peux attendre », murmure Cal contre sa peau. « Je peux attendre jusqu'à ce que vous soyez prête à l'admettre, mais ne me demandez pas de prétendre que je ne le ressens pas, parce que je ne le peux plus. » Et puis il s'éloigne. Il la laisse seule sur le balcon, tremblante, des larmes silencieuses glissant sur ses joues sans qu'elle s'en soit même rendue compte. 2 jours plus tard, Isa décide de quitter le château. Elle a besoin d'air, elle a besoin de distance, elle a besoin d'une clarté d'esprit qu'elle ne peut pas trouver avec Cal marchant dans les mêmes couloirs qu'elle. « Je vais à cheval jusqu'au village de l'Est, dit-elle à Lyon au petit déjeuner, pour vérifier la récolte, parler aux villageois. » Lyon fronce les sourcils. « Veux-tu que je vienne avec toi ? Non, je ne prendrai que 2 gardes. Ce sera rapide. » Elle voit l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi son respect pour sa décision. Lyon ne l'a jamais traité comme quelqu'un qui a besoin d'une protection constante. « Fais attention !» est tout ce qu'il dit. La chevauchée est vivifiante. Le vent sur son visage, la forêt autour d'elle, un sentiment de liberté qu'elle n'a pas ressenti depuis des semaines. Les 2 gardes chevauchent derrière elle, gardant une distance respectueuse. Isa guide son cheval sur un sentier étroit entre les arbres, une route qu'elle connaît depuis son enfance, menant directement au village. C'est là que ça se produit. Le premier garde tombe de sa selle avec un cri étranglé, une flèche dans le cou. Isa fait tourner son cheval, le cœur battant. Une embuscade. Mais le 2e garde est déjà traîné dans la forêt par des silhouettes encapuchonnées. Isa descend rapidement de cheval, dégainant son épée. Sa louve grogne en elle, prête à se battre. Ils émergent des arbres. 5 silhouettes en capuche sombre, se déplaçant avec la vitesse et la coordination que seuls les métamorphes possèdent. Les capuches cachent complètement leur visage. « Qui vous envoie ?» demande Isa, prenant une position défensive. Aucune réponse. Ils avancent simplement. Le combat commence. Isa est bonne, très bonne. Elle en abat 2 rapidement, mais ils sont nombreux, et ils sont rapides, entraînés. Ils travaillent ensemble, la forçant à reculer, la coupant de son cheval. Une lame lui tranche le bras. Isa crie, mais continue de se battre. C'est alors que le rugissement déchire la forêt. Ce n'est pas un son humain, c'est primal, terrifiant, le son d'un prédateur qui ne connaît pas la pitié. Les assaillants se figent. Et puis il apparaît. Un loup massif, plus grand que tous ceux qu'Isa a jamais vus, jaillit des buissons denses. Une fourrure noire comme la nuit, des yeux flamboyants d'une fureur dorée, des crocs découverts dans un grognement qui semble faire vibrer le sol. Kale. Il se déplace avec une brutalité terrifiante. Il déchire le premier assaillant avant que l'homme ne puisse réagir. Le second essaye de fuir, mais Kale est plus rapide, l'abattant avec une aisance létale. Les 3 autres se transforment également, essayant de se battre, mais ils ne font pas le poids. Kale les submerge avec une démonstration qui rend brutalement claire la différence entre un roi alpha et des loups ordinaires.
Chaque mouvement est précis, mortel et entièrement concentré sur la protection d'Isa, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Quand le dernier assaillant tombe, Kale se retransforme, nu, couvert de sang qui n'est pas le sien. Respirant fort, il court vers Isa. « Tu es blessé. » Ce n'est pas une question. Il voit le sang couler le long de son bras et quelque chose de sauvage éclate dans ses yeux. « Je vais bien !» ment Isa, ses jambes tremblant à cause de l'adrénaline. Kale déchire une bande de sa propre chemise. Quelqu'un de son groupe la lui a lancée et l'enroule autour de son bras avec un soin surprenant pour des mains si grandes. « Qu'est-ce que tu faisais ici ?» demande-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. À cheval, seul en territoire ouvert. Sa colère est palpable. « Tu es une reine, Isa. Tu as des ennemis. Tu ne peux pas juste... » J'avais des gardes. Moi. Tous les deux, la réalité la frappe. Isa regarde les corps, ces hommes loyaux maintenant sans vie. Culpabilité, douleur, rage. « Qui était-il ?» demande-t-elle, regardant les cadavres des assaillants. Kale se dirige vers l'un d'eux et retourne le corps. Il retire la capuche. Le visage est inconnu, mais il y a une marque sur son cou, un tatouage tribal qu'Isa reconnaît. « Clan de la montagne », dit Kale, sa voix sombre. « Des mercenaires. Quelqu'un les a engagés pour me tuer. Oui. » Des bruits de sabots approchent. Kale se tend instantanément, se plaçant entre Isa et la menace imminente. Mais c'est Lion. Il émerge des arbres, avec une demi-douzaine de gardes, les yeux écarquillés à la vue du carnage. « Isa !» Il descend rapidement de cheval, courant vers elle. « Tu es blessé ? Que s'est-il passé ?»« Une embuscade, » répond Isa, encore secouée. « Ils ont tué mes gardes. Ils m'auraient tué aussi, si Kale n'était pas... » Elle s'arrête, regardant Kale. Il l'a encore sauvée. Sorti de nulle part et l'a protégée avec une férocité qui n'a aucun sens si tout cela n'est que manipulation politique. Lion regarde aussi Kale. « Comme c'est pratique !» dit Lion, sa voix basse mais chargée. « Que vous soyez exactement là quand elle a été attaquée. » Kale se tourne lentement vers lui. « Qu'est-ce que vous insinuez, Beta ? Je dis que c'est curieux. Vous apparaissez miraculeusement au moment où Isa est en danger. Presque comme si, il marque une pause, comme si vous saviez que l'attaque allait avoir lieu. Le silence qui suit est mortel. Isa sent le monde basculer. « Lion, qu'est-ce que tu... » Réfléchis, Isa. Lion se rapproche, prenant ses mains. Il débarque dans le royaume en exigeant un mariage. Puis, une mystérieuse attaque a lieu et il est là pour te sauver, gagnant ta confiance, te faisant te sentir redevable. Vous suggérez que j'ai orchestré une attaque contre elle ? La voix de Kale est dangereuse, contrôlée, mais vibrant d'une rage à peine contenue. Je suggère que c'est très pratique, bien trop pratique. Kale fait un pas vers Lion et Isa voit l'instant où Lion réalise qu'il a fait une erreur. Kale est encore éclaboussé de sang, vibrant encore de l'énergie du combat et semble à quelques secondes de déchiqueter quiconque ose l'accuser. « Stop !» dit Isa, se plaçant entre eux. « Vous deux, maintenant !» Elle regarde Lion. « Kale m'a sauvé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'est battu pour me protéger. Ou il s'est battu pour maintenir l'acte, » répond Lion, trop doucement. Puis elle se tourne vers Kale. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» Kale hésite. Et dans cette hésitation, Isa voit tout ce qu'elle a besoin de savoir. « Ma louve, » admet-il enfin. Elle était agitée depuis l'aube. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je vous ai suivi. Vous m'avez suivi ? Oui, et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Je le fais, sinon vous seriez morte. C'est vrai. Isa sait que c'est vrai, mais les mots de Lion ont planté des graines de doute qu'elle ne peut pas faire taire complètement. Et si c'était vrai ? Et si tout n'était que manipulation ? Mais alors elle se souvient de la façon dont Kale l'a regardé sur le balcon, la vulnérabilité dans sa voix. La façon dont il s'est battu aujourd'hui, une brutalité pure au nom de la garder en vie, ça ne peut pas être un acte. « Retournez au château », ordonne-t-elle, sa voix lasse. « Vous tous, nous devons enquêter sur qui a engagé ces mercenaires et pourquoi. » Lion l'aide à monter en selle, lançant un regard sombre à Kale. Et tandis qu'il rentre, Isa sent le poids de 2 regards sur elle. Lion à ses côtés, plein d'inquiétude et de quelque chose de plus sombre qu'elle ne peut nommer. Kale est derrière elle avec une intensité qui fait hurler sa louve. En qui dois-je avoir confiance ? Chapitre 4. Les jours qui suivent l'embuscade dans la forêt sont tendus, remplis d'une atmosphère qu'Isa ne peut pas vraiment nommer. Elle convoque des réunions quotidiennes pour enquêter sur l'attaque. Les corps des mercenaires ont été emmenés dans les cachots du château, examinés par des guérisseurs et des conseillers, à la recherche du moindre indice sur qui les a engagés. « La marque sur le cou », dit Alistair lors d'une des réunions, montrant des croquis qu'ils ont faits du tatouage tribal. « C'est définitivement du clan de la montagne, des mercenaires connus. Ils travaillent pour celui qui paye le plus. » « Alors nous devons découvrir qui les a payés ?» répond Isa, la voix fatiguée. Elle n'a pas bien dormi depuis l'attaque. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit l'embuscade, voit Kale transformé, déchiquetant leurs ennemis pour la protéger. Voit aussi la façon dont Lion l'a regardée ensuite, avec suspicion, avec accusation. Comme c'est pratique que vous soyez exactement là quand elle a été attaquée.
Kel est présent à la réunion comme toujours, assis de l'autre côté de la table, observant avec ses yeux qui semblent voir à travers elle. Il n'a pas beaucoup parlé depuis l'attaque. Il garde une distance respectueuse, comme s'il sentait qu'Isa avait besoin d'espace pour tout digérer. Mais la tension entre eux est palpable. Chaque fois que leurs regards se croisent, Isa a l'impression que l'air est aspiré de la pièce. « J'enquêterai sur les mercenaires ?» propose Lyon, rompant le silence. « J'ai des contacts dans les tavernes où ce genre de transaction a généralement lieu. Je peux découvrir qui les a engagés. » Isa hoche la tête, reconnaissante. « Merci, Lyon. » Il sourit, ce sourire doux et réconfortant. Toujours Isa. Kel observe l'échange en silence, mais quelque chose vacille sur son visage, quelque chose qu'Isa ne peut pas déchiffrer. 3 jours plus tard, l'ami de Kel, le guerrier balafré appelé Rowan, demande une audience privée avec Isa. Elle le reçoit dans ses appartements en présence de Lion. Kel est là aussi, appuyé contre le mur près de la cheminée, les bras croisés. « Qu'avez-vous découvert ?» demande Isa. Rowan hésite, regardant entre elle et Kel. « Une information délicate, Reine Isa. Vous pouvez parler librement. Toutes les personnes ici sont dignes de confiance. » Rowan expire. « J'ai enquêté sur les mercenaires morts. J'ai parlé à des gens dans les terres du Nord. J'ai suivi des mouvements. » Il marque une pause, choisissant ses mots avec soin. Les attaques ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur. Isa sent son sang s'églacère. « De l'intérieur, du château ? Oui, quelqu'un ayant accès à vos routines. Quelqu'un qui savait que vous alliez à cheval ce jour-là, sur ce chemin précis. » Lion se lève brusquement. « C'est impossible. Tout le monde dans ce château est loyal à la reine. » « Apparemment pas tout le monde, » répond Rowan, la voix ferme. Il regarde Isa. « J'ai trouvé des traces de paiement, de l'or transféré en secret. Et la source ?» Il hésite à nouveau. « Dites-le, » ordonne Isa, sentant son cœur s'emballer. Rowan regarde directement Lion. « Les preuves désignent votre bêta. » Le silence qui suit est assourdissant. Isa a l'impression que le sol a disparu sous ses pieds. « Quoi ? Non, » dit Lion, sa voix étrangement calme. « C'est absurde, c'est un coup monté. »« Un coup monté ?» répète Rowan, haussant un sourcil. « J'ai trouvé des témoins, j'ai trouvé des notes échangées entre vous et des intermédiaires connus du clan de la montagne. Je peux faire venir ces témoins ici en toute sécurité si la reine le préfère. » Mensonge. Lion s'élance mais s'arrête lorsque Kel bouge, bloquant subtilement le chemin vers Rowan. « Tu essaies de me piéger. Kel veut m'éloigner d'Isla, l'isoler, et il se sert de toi aussi. » Lion. La voix d'Isla tranche l'air. Elle se lève, les jambes tremblantes. « Montrez-moi les preuves. » Rowan pose les notes sur la table. Isa les lit, les mains tremblantes. Des messages codés, mais l'écriture ressemble à celle de Lion. « Non, non, ce n'est pas possible. Cela ne prouve rien, dit-elle, mais sa voix est trop faible. N'importe qui aurait pu imiter. » Isa. Lion s'approche, prenant ses mains. Le désespoir emplit ses yeux. « Tu me connais depuis des années. Jamais, au grand jamais, je ne te ferai de mal. Tu le sais. » Et elle le sait. Lion a toujours été là, toujours loyal, toujours protecteur, mais les preuves. Isla regarde Kel. Il observe en silence. Son expression est neutre, mais quelque chose vacille dans ses yeux. De la tristesse peut-être, ou de la compréhension. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour digérer ça, pour enquêter davantage. J'ai besoin de temps, Lion. Je ne peux pas simplement ignorer ça. » « Il n'y a rien à enquêter, » insiste Lion, lui serrant les mains avec une force qui frôle la douleur. « Ils mentent, Isa. Tu ne vois pas ? Kel veut t'isoler. Il veut que tu ne fasses confiance à personne d'autre que lui. Lion, s'il te plaît. » Sa voix ésosse mais ferme. Il se fige, réalisant à quel point il a serré fort. Il relâche lentement ses mains, comme s'il lâchait quelque chose de précieux qu'il ne tiendrait plus jamais. « Rowan, merci pour l'information, » dit Isla, se forçant à rester calme. « Continuez d'enquêter. Je veux que toutes les preuves soient à nouveau vérifiées. » Rowan hoche la tête et part. Lion se dirige aussi vers la porte, mais s'arrête sur le seuil. Il ne se retourne pas quand il parle. « J'attendais plus de toi, Isa. J'attendais que tu me fasses confiance après tout ce que nous avons traversé. » Puis il part, et seule elle et Kel restent dans la pièce. Isla sent ses jambes. Ses jambes flageolées, elle s'effondre lourdement sur la chaise, la tête enfouie dans ses mains. Kel s'approche lentement. Il ne la touche pas. Il reste juste là, une présence stable et rassurante. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ?» demande-t-il à voix basse. « Je ne sais plus quoi croire, » murmure Isa. « Lion est mon ami, mon bêta. Il ne ferait pas ça. Et s'il l'a fait, alors tout ce que je pensais savoir de lui est un mensonge. » Elle lève son regard vers celui de Kel. « Comment puis-je faire confiance à mon jugement sur quoi que ce soit si je me suis autant trompé sur la personne la plus proche de moi ?» Kel s'agenouille devant elle, se mettant à sa hauteur. Édiant à sa hauteur. « Tu ne t'es pas trompé, il a été ton ami pendant des années. Mais les gens changent, Isa, surtout quand ils désirent quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. » Ces mots brisent quelque chose en elle. Des larmes se mettent à couler, silencieuses, irrépressibles. Kel n'hésite qu'une seconde avant de la prendre dans ses bras. Isa se laisse aller, enfouissant son visage dans son torse, le laissant la tenir tandis qu'elle pleure pour tout. La trahison potentielle, la confusion, la peur que tout ce qu'elle a construit ne s'effondre. « Je suis tellement désolée.
murmure Cal dans ses cheveux. Je suis désolé que tu aies à traverser ça. Ils restent ainsi pendant de longues minutes. Quand Isla se dégage enfin, essuyant ses larmes, elle se sent épuisée, mais étrangement plus légère. Merci, dit-elle. Toujours. Les jours suivants sont étranges, lourds d'une tension écœurante qui pèse sur le château. Lyon continue d'exercer ses fonctions de bêta. Il cherche constamment Isa, toujours avec des excuses valables, des rapports à signer, des décisions à prendre, mais étirant toujours les conversations au-delà du nécessaire. « Tu as l'air fatigué, dit-il, un après-midi, alors qu'elle examine des documents dans la bibliothèque. « Je le suis », admet Isa sans le regarder. Lyon s'approche, se tenant trop près. « Je pourrais t'aider comme je l'ai toujours fait. Si seulement tu me laissais faire. » Il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose de lourd, d'intense, qui tend Isa. « Lyon, tu lui fais confiance maintenant ?» La question jaillit, amère. L'homme qui est venu ici en exigeant que tu l'épouses, qui t'a piégé dans un pacte que tu n'as pas choisi. Isa ferme le livre qu'elle lisait, se tournant pour lui faire face. « Il m'a sauvé, ou il a créé des situations où il devait te sauver. » Lyon se rapproche et Isla voit quelque chose de sauvage dans ses yeux. « Isa, s'il te plaît, il faut que tu le vois. Tout ce qu'il a fait était calculé. Depuis le début, le pacte, les attaques, tout, les preuves t'accusent. Lyon, des preuves fabriquées. » Sa voix monte, désespérée. Il veut m'écarter parce que je suis le seul à te connaître vraiment, le seul qui a toujours été là, le seul qui... Il s'interrompt brusquement, comme s'il en avait trop dit. Le seul qui quoi insiste Isa. Une prise de conscience glaciale lui parcourt l'échine. Lyon ferme les yeux, prenant une profonde inspiration. Quand il les rouvre, il y a une décision, un abandon. Le seul qui t'aime, murmure-t-il. Le monde d'Isla s'arrête. Lyon. Non, il lève une main, l'arrêtant. Laisse-moi finir, parce que si je ne le dis pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il se rapproche, prenant à nouveau ses mains dans les siennes. Je t'aime, Isa, je t'ai toujours aimé. Depuis que nous sommes enfants, depuis avant que tu ne deviennes reine, depuis toujours. Isa essaie de retirer ses mains, mais il les tient fermement. J'ai attendu, continue Lyon, la voix brisée. J'ai attendu que tu le vois, que tu réalises que j'étais là, que j'ai toujours été là, que je serai toujours là. Mais ensuite il est arrivé, et j'ai vu la façon dont tu le regardes, la façon dont tu ne m'as jamais regardé. Lyon, tu es mon ami, mon bêta, je t'aime, mais pas comme ça. Il lâche brusquement ses mains, passant ses doigts dans ses cheveux avec frustration. L'attaque, dit lentement Isla, la vérité s'imposant à elle, glaciale. C'était toi, tu as vraiment... Lyon ne répond pas tout de suite. Il la regarde seulement avec des yeux qui semblent à la fois pleins de remords et de défis. Il le fallait, admet-il finalement, et les mots brisent ce qui reste du monde d'Isa. J'avais besoin que tu vois que Cal n'est pas digne de confiance, qu'il se sert de toi, que je suis le seul à te protéger vraiment. Tu as ordonné à des mercenaires de me tuer pour me protéger. La voix d'Isa est horrifiée, incrédule. Pas de te tuer, se hâte d'expliquer Lyon. Jamais de te tuer, juste de créer des situations où il serait clair que Calais ne peut pas te protéger, qu'il n'est pas ce dont tu as besoin, que c'est moi. Isa sent la nausée lui monter à la gorge. Me garde sont morts, Lion, des hommes loyaux, à cause de toi. C'était un accident, mais il n'a pas l'air vraiment désolé. Les mercenaires n'étaient pas censés s'approcher autant. Ils n'étaient pas censés te blesser, juste te faire peur. Mais ensuite Cal est apparu, plus vite que je ne l'avais prévu. « Pars !» murmure Isla. « Isa !»« Pars !» crie-t-elle, et pour la première fois depuis des années, elle laisse sa louve transparaître dans sa voix. Le son résonne dans la bibliothèque, imprégné d'un pouvoir d'alpha qui fait instinctivement reculer Lyon. Mais alors, quelque chose change dans son expression. La vulnérabilité disparaît, remplacée par quelque chose de plus sombre. « Non », dit-il, et le mot tombe comme une sentence. Isla se fige. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit non. » Lyon s'avance de nouveau vers elle et il y a quelque chose de différent dans sa posture, quelque chose de dangereux. J'ai passé 7 ans à tes côtés, Isa, 7 ans à être le bêta parfait, l'ami loyal, attendant mon tour. Je ne vais pas simplement partir et te laisser te jeter sur lui. Tu n'as pas le choix. Je te l'ordonne en tant que ton alpha. Et si je refuse ? Le défi dans sa voix est sans équivoque. Que feras-tu ? M'exécuter ? Me bannir ? Détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Le cœur d'Isla s'emballe. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver. Lyon, tu ne réfléchis pas clairement. C'est toi qui es amoureuse, l'interrompt-il, faisant un autre pas. Il est trop près maintenant, envahissant son espace. Je suis amoureux et fatigué de faire semblant de ne pas l'être, fatigué de te regarder te rapprocher de lui, fatigué d'être ignoré. Il lève une main et touche son visage. Isa se crispe mais ne bouge pas. Demain, tu annonceras ta décision, continue Lyon, sa voix basse, presque intime. Le délai de la meute est écoulé, et tu vas choisir Cal, n'est-ce pas ? Isla ne répond pas. Tu ne le feras pas, dit Lyon, non pas comme une question mais comme une menace. Parce que si tu le choisis, je révélerai tout. Je dirai au conseil que tu étais au courant des preuves contre moi et que tu m'as protégé. Je sèmerai le doute sur ta capacité à gouverner. Je détruirai ton alliance avec Cal d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Tu me fais du chantage ? Demande Isla, stupéfaite. Je te sauve. Ses doigts glissent le long de sa mâchoire jusqu'à son cou. Te sauver de toi-même, d'une erreur qui te coûtera tout. Isla repousse sa main d'un coup sec. Ne me touche pas.
Quelque chose de dangereux flambe dans les yeux de Lion. J'ai le droit de te toucher, plus que lui. J'étais là le premier, je te connais, La porte de la bibliothèque s'ouvre brusquement. Cal est là, et à en juger par l'expression de son visage, il a tout entendu. Éloigne-toi d'elle, dit Cal, sa voix basse et chargée d'une menace mortelle. Lion sourit, un sourire amer et brisé. Sinon quoi? Tu vas me défier? Ce serait intéressant, un roi alpha contre un bêta. Lion, arrête, dit Isla, s'interposant entre les deux hommes. Tu ne veux pas faire ça. Si je le veux. Le regard de Lion se tourne vers elle, plein de quelque chose qui est à la fois amour et obsession. Je t'aime, Isla. Tu la méritais, dit Cal, sa voix teintée de tristesse. Tu méritais son amitié, sa confiance. Et je ne doute pas que tu l'aimes. C'est impossible de ne pas l'aimer après des années à ses côtés. Mais tu as tout jeté par la fenêtre au moment où tu as mis sa vie en danger pour nourrir ton obsession. Ce n'est pas de l'obsession, hurle Lion, c'est de l'amour, quelque chose que tu ne comprendras jamais parce que tu ne te soucies que de la politique et du pouvoir. Tu as tort. Kale s'avance, son pouvoir d'alpha remplissant la pièce. Je tiens à elle plus que je ne le devrais, plus que ce qui est sage. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je respecte ses choix, même s'ils me détruisent. Lion regarde alternativement Kel et Isla. Quelque chose en lui se brise enfin. Alors choisis, dit-il à Isa, sa voix désespérée. Maintenant, devant moi, choisis qui tu veux, moi ou lui. Lion, choisis. Des larmes brûlent les yeux d'Isa parce qu'elle est en train de perdre un ami. De perdre quelqu'un qu'elle a aimé différemment, mais qu'elle aimait. Et ça fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Ça fait mal de savoir qu'il s'est perdu. Mais le choix était déjà fait. Il a probablement été fait la première fois que son regard a croisé celui de Kale. « Je choisis Kale », murmure-t-elle. Le silence qui suit est absolu. Lion reste immobile, comme s'il avait été changé en pierre. Lentement, quelque chose meurt dans ses yeux. « Tu le regretteras » dit-il, la voix creuse. « Quand tu découvriras qui il est vraiment, tu le regretteras, et je ne serai pas là pour te sauver. » Il se tourne pour partir, mais s'arrête à la porte. « Je t'aimais » dit-il sans se retourner. « Plus que tout, plus que ma fierté, plus que mon honneur, et ça n'a pas suffi. » Puis il disparaît. Les jambes d'Isa la lâchent. Qu'elle la rattrape avant qu'elle ne tombe, la tirant dans ses bras. « C'est fini » murmure-t-il dans ses cheveux. « C'est fini, Isa. » Mais elle sait que ce n'est pas fini. Pas encore. Parce que demain, elle devra annoncer sa décision publiquement. Elle devra en affronter les conséquences. Et une partie d'elle, celle qui se souvient encore du garçon qui était son ami avant que tout ne bascule, se brise. Mais une autre partie, celle qui reconnaît en Cal quelque chose de plus profond, de plus vrai, se renforce. « Reste » murmure-t-elle en s'accrochant à lui. « Juste pour cette nuit, reste avec moi. » Et Cal reste. Il la tient pendant qu'elle pleure l'amitié perdue, la trahison, la douleur de découvrir que quelqu'un en qui elle avait confiance était prête à la détruire pour la posséder. Mais il la tient aussi avec la promesse silencieuse qu'à partir de maintenant, elle n'affrontera plus jamais rien seule. Chapitre 5. La nuit qui suit la confrontation avec Lion est longue et sans sommeil. Isa est allongée dans son lit, fixant le baldaquin au-dessus d'elle, digérant tout ce qui s'est passé. L'aveu, la trahison, le chantage, le désespoir dans les yeux de celui qui avait été son meilleur ami pendant des années. Comment n'ai-je rien vu? Comment ai-je laissé les choses en arriver là? Mais au fond d'elle, elle connaît la réponse. Elle était tellement concentrée sur le fait de gouverner seule, de prouver qu'elle n'avait besoin de personne, qu'elle n'a pas vu ce qui grandissait à ses côtés. L'obsession, l'amour tordu, le besoin maladif de la posséder. Quand le soleil se lève enfin, Isla se lève. C'est le jour J. Le délai du pacte se termine au coucher du soleil et elle doit annoncer sa décision. Elle s'habille avec soin, laisse ses cheveux détachés avec seulement une simple couronne d'argent reposant sur sa tête. Elle est l'image d'une reine, puissante, en contrôle, même si à l'intérieur elle s'effondre. Au moment où elle s'apprête à quitter ses appartements, la porte s'ouvre à la volée. Lion entre. Isla se tend immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Ici ?» Il ferme la porte derrière lui et il y a quelque chose de sauvage dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas là hier. Comme si une nuit blanche, une nuit passée à digérer le rejet, avait brisé quelque chose de fondamental en lui. « Je suis venu te donner une dernière chance, dit-il. Sa voix étrangement calme. « Lion, pars. Je ne veux pas. Tu vas m'écouter. » Il avance et Isla recule instinctivement. J'ai passé la nuit à réfléchir et j'ai réalisé que j'avais été bien trop doux, bien trop patient. J'ai attendu que tu le vois par toi-même alors que j'aurais simplement dû prendre ce qui est à moi. Le sang d'Isla se glace. Je ne suis pas à toi. Tu l'es. Tu l'as toujours été. Depuis que nous sommes enfants, j'étais là quand tu as perdu ton père. J'étais là quand tu as pleuré pour la première fois en tant que reine. J'étais là à chaque moment important de ta vie. Ça me donne des droits. Ça ne te donne aucun droit du tout, hurle Isa, essayant de le contourner pour atteindre la porte. Mais Lion est plus rapide. Il l'attrape par les bras, la projetant contre le mur. « Tu vas me choisir aujourd'hui devant tout le monde. Tu vas dire que tu as réalisé ton erreur, que Kale t'a manipulé et que tu choisis d'être avec moi. » Isla essaie de se libérer, mais il est fort et il utilise sa force de loup maintenant, la maintenant avec une brutalité qui laissera des marques. « Non, crache-t-elle, je ne te choisirai jamais. Pas après ce que tu as fait, pas après. » Lion l'embrasse. C'est brutal, forcé, rien de romantique.
Isa se débat, essayant de le repousser, mais il la plaque contre le mur avec le poids de son corps. Et puis elle l'entend, un rugissement. La porte de ses appartements explose vers l'intérieur, littéralement arrachée de ses gonds. Kel entre en trombe, comme une tempête, ses yeux brillants d'un éclat doré, déjà à moitié transformés. Il arrache Lion d'Isla avec une force brutale, le projetant à travers la pièce. Lion heurte le mur opposé et s'écrase au sol avec un bruit sourd. Kale se place entre Isa et Lion, son corps vibrant d'une fureur à peine contenue. « Si jamais tu la touches à nouveau, je te tue. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » Lion se relève lentement, essuyant le sang de sa lèvre. Et puis, à l'horreur d'Isa, il sourit. « Tu veux me défier, roi Alpha ?» Il commence à se transformer. « Alors réglons ça comme il se doit. En tant que loup ?» « Non, dit Isa, se plaçant à côté de Cal. « Je ne vais pas te laisser transformer ça en... » Mais Lion n'attend pas. Il achève sa transformation et bondit. Kale se transforme en réponse, cet immense loup noir qu'Isa a vu dans la forêt. Les deux se percutent au milieu de la pièce dans une explosion de puissance et de fureur. Le combat est brutal mais bref. Lion est bon, il est fort, mais Kale est un roi alpha. La différence de puissance est évidente. En quelques mouvements, Kale est à Lion complètement immobilisé, maintenu au sol avec ses crocs sur la gorge du bêta. Un mouvement, un seul, et Lion serait mort. « Kale, non !» crie Isa. Kale s'arrête. Il ne relâche pas Lion, mais il ne le tue pas. Il regarde simplement Isla, attendant. Isla s'approche. Elle regarde Lion, le loup immobilisé, haletant, vaincu. Et dans ses yeux, elle voit une supplication silencieuse. « Ne me tue pas, s'il te plaît, pour ce que nous avons été. »« Laisse-le partir, dit Isa à Cal. » Cal hésite, mais obéit. Il se recule, reprenant sa forme humaine. Quelqu'un y a déjà apporté des vêtements, probablement des gardes qui ont entendu le tumulte. Lion se retransforme également, se retrouvant à genoux sur le sol, nu et vulnérable. « Lion Corvat, » dit Isa. Sa voix formelle, royale, pour trahison envers la couronne, pour complot en vue de commettre un meurtre, pour avoir attenté à la vie de la reine. Je devrais te faire exécuter. Lion ferme les yeux, acceptant son sort. Mais je ne le ferai pas. Il ouvre les yeux, surpris. Tu étais mon ami, continue Isla, sentant les larmes lui brûler les yeux. Pendant des années, tu as été la seule personne en qui j'avais une confiance totale. Et bien que tu aies détruit ça, bien que tu aies trahi tout ce que nous avons construit, je ne détruirai pas les souvenirs de qui tu étais avant tout ça. Et j'aurais dû agir dès que tu as tout avoué. Mais j'espérais que tu redeviendrais mon lion. Mais je t'ai perdu. J'aurais dû le voir et être clair depuis le début. Mais je ne peux plus te protéger. Comprends-tu ? Même si je le voulais, le royaume ne l'accepterait jamais. Elle s'agenouille devant lui, se mettant à son niveau. Tu es banni. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus le bêta de ce royaume. Tu n'es plus le bienvenu sur ces terres. Si tu reviens, tu seras exécuté sans procès. Les larmes coulent enfin. Et tu vas me manquer. La personne que tu étais, pas celle que tu es devenue. Lion la regarde avec des yeux qui semblent tout aussi brisés. Tu me manqueras aussi, chaque jour. Des gardes entrent pour emmener Lion. Il ne résiste pas. Il jette juste un dernier regard en arrière avant de disparaître dans le couloir. Quand ils sont seuls, Isla s'effondre. Kel la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, l'attirant dans ses bras, et elle pleure. Elle pleure l'amitié perdue, l'innocence brisée, la personne que Lion aurait pu être si son amour ne s'était pas tordu en obsession. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmure Cal dans ses cheveux. « Ça ne semble pas juste », répond-elle, sa voix étouffée contre son torse. La justice mêlée de miséricorde ne semble jamais juste, mais c'est ce qui fait de toi une grande reine. Ils restent ainsi jusqu'à ce qu'Isla n'ait plus de larmes. Jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau respirer, jusqu'à ce qu'elle puisse se redresser et s'essuyer le visage. « L'annonce, dit-elle. Je dois encore faire l'annonce. » Kel lui prend doucement le visage en coupe. « Es-tu sûr ? Nous pouvons la reporter. Personne ne... » « Non, j'ai assez attendu. » Isla s'écarte, redressant les épaules, se préparant mentalement à ce qui va suivre. Mais alors qu'elle fait le premier pas vers la porte, Kel lui prend doucement le bras. « Attends. » Il y a quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de vulnérable. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je t'ai caché depuis le début. Isla se retourne, fronçant les sourcils. Caché ? Kel hésite, passant sa main libre dans ses cheveux dans un geste nerveux qu'elle lui voit rarement faire. Puis, avec des mouvements délibérés, il sort un parchemin de la poche intérieure de sa veste, une copie du pacte. « Combien de fois as-tu lu ça ?» demande-t-il doucement. « D'innombrables fois ?» répond Isa, confuse par la question. « Et la clause 17 ?» Kel pointe une section spécifique, écrite en minuscules à la fin du document. « As-tu lu celle-ci en particulier ?» Quelque chose dans son ton fait accélérer le cœur d'Isla. Elle prend le parchemin, ses yeux parcourant des mots qu'elle connaît déjà par cœur. L'héritière du royaume peut refuser d'honorer la dette si elle prouve sa capacité à défendre le royaume de manière indépendante ou présente une solution alternative de valeur équivalente, récite-t-elle. Kel prend une profonde inspiration, comme un homme sur le point d'avouer quelque chose qui le hante depuis des semaines. Cela signifie que tu pouvais toujours refuser. Tu as toujours eu le choix. Tu as gouverné ce royaume pendant 7 ans, défendu ses frontières, renforcé ses alliances, prouvé maintes et maintes fois que tu pouvais diriger seul. Il s'interrompt, ses yeux cherchant les siens.
Tu aurais toujours pu me jeter dehors sans aucune conséquence. Et je le savais depuis le tout début. Le silence qui s'installe entre eux est lourd. Et puis Isla fait quelque chose qu'il n'attend pas. Elle rit. Ce n'est pas un rire de moquerie ou de rage. C'est un rire authentique, presque incrédule, teinté de quelque chose qui ressemble dangereusement à de la tendresse. « Tu ris ?» demande Kael complètement déconcerté. « Je le savais », dit Isa, ses yeux brillants d'amusement et de quelque chose de plus profond. J'avais déjà vu cette clause il y a des semaines. Le choc sur le visage de Kael est total. Il reste complètement immobile, digérant ses paroles. « Toi, quoi ? Tu pensais vraiment que je n'allais pas éplucher chaque ligne de ce maudit pacte ?» Isa croise les bras, son sourire s'élargissant. « Je l'ai trouvé la 2e semaine de ta présence ici. Je l'ai lu, relu, consulté discrètement les anciens. Je savais que je pouvais te renvoyer à tout moment. » Kael reste silencieux pendant un long moment, puis une lente, presque incrédule, compréhension traverse ses traits. « Alors tu es resté, sachant que tu pouvais me renvoyer, sachant que tu avais le choix. »« Oui, » admet Isa, faisant un pas vers lui. Sa voix devient plus douce, plus intime. « Parce que je suis égoïste, moi aussi. Parce que ma louve t'a reconnu et que je ne pouvais pas supporter de l'accepter. Alors j'ai fait semblant d'être piégé, de ne pas avoir le choix, parce que c'était plus facile que d'admettre que... » Elle s'interrompt, vulnérable pour la première fois. « Que je voulais que tu restes ?» L'expression de Kael passe par une douzaine d'émotions. Le choc, le soulagement, l'amusement, l'amour. Et puis il rit. Un son authentique, incrédule, qui remplit l'espace entre eux. « Nous deux », dit-il en secouant la tête. « Pendant tout ce temps, toi qui faisais semblant d'être piégé. Moi qui faisais semblant que ce n'était que de la stratégie. 2 imbéciles têtus. »« Entièrement d'accord, dit-elle en riant aussi. Refusant d'admettre l'évidence, termine Kael, s'avançant vers elle, effaçant la distance. Le rire s'estompe peu à peu, remplacé par quelque chose de plus intense. Kael lève la main, touchant son visage avec une tendresse qui contraste vivement avec toute la tension des dernières semaines. « Je suis venu préparer à recouvrer une dette, avoue-t-il, la voix rauque. À forcer une alliance politique, mais quand je t'ai vu, quand ma louve t'a reconnu, il presse son front contre le sien, les yeux fermés. J'ai su que tu étais ma compagne et j'ai paniqué parce que ça ne faisait pas partie du plan. Je ne m'attendais pas. » Il rouvre les yeux et une vulnérabilité pure y brûle. « Je ne m'attendais pas à toi. » Des larmes piquent les yeux d'Isa. Mais cette fois, elles naissent du bonheur. Alors nous sommes tous les deux coupables. Également coupables d'être trop têtus pour admettre ce que nous ressentons. Kael sourit, essuyant une larme qui s'échappe sur sa joue. « Tu es ma compagne, Issa. Dès la première seconde, je t'ai aimé. Ma louve a toujours su. Je t'aime aussi, admet enfin Isa, les mots sortant libres et vrais. Et je te déteste de me faire ressentir ça. Alors nous sommes quittes. » Et puis Kael l'attire à lui. Pas doucement, pas avec hésitation, mais avec toute la force de 3 lunes de retenue qui se brisent d'un coup. Sa bouche s'écrase sur la sienne dans un baiser qui coupe le souffle à Isa. C'est intense, urgent, chargé de tout ce qu'ils ont réprimé pendant des semaines. Ses mains s'enroulent autour de sa taille, l'attirant contre son corps. Ses mains, à elle, glissent sur son torse, s'emmêlant dans les cheveux clairs qu'elle a toujours voulu toucher. Kael la presse contre le mur, approfondissant le baiser d'une manière qui fait plier ses genoux. Elle gémit doucement et il avale le son, l'embrassant encore plus profondément. C'est de la faim pure, du besoin, des semaines de tension qui éclatent d'un seul coup. Quand ils se séparent enfin, seulement parce qu'ils ont besoin d'air, ils sont tous les deux essoufflés, tremblants. « Si nous n'arrêtons pas maintenant, dit Kael, la voix rauque, je ne pourrai pas te laisser aller à cette annonce. » Isa rit, essoufflée, posant son front contre le sien. « Je sais, mais nous avons toute une cour qui attend. » Ils se séparent à contre-cœur, rajustant leurs vêtements et lissant leurs cheveux, échangeant des sourires de conspirateurs. La salle du trône est bondée. Nobles, conseillers, représentants des royaumes voisins, tous sont venus assister à la décision de la reine Alpha. Isla entre, la colonne vertébrale droite, sa couronne brillant sous la lumière des torches. Kael entre séparément, se tenant aux côtés de ses propres hommes. Leurs regards se croisent à travers la pièce, une promesse silencieuse passant entre eux, un secret partagé que personne d'autre ne connaît. Alistair fait l'annonce formelle. L'échéance du pacte se termine aujourd'hui au coucher du soleil. Reine Isla, êtes-vous prête à déclarer votre décision ? Isla monte les marches du trône. Elle se tient devant, face à la foule rassemblée. Je le suis. Le silence est absolu. Il y a 3 lunes, commence Isla, sa voix claire et stable. Calandros, roi alpha des terres du Nord, est venu dans ce royaume en présentant un pacte signé par mon père. Un pacte qui m'obligeait à honorer une dette par une alliance matrimoniale. Elle fait une pause, laissant les mots s'installer. Durant ces 3 lunes, j'ai enquêté sur l'authenticité du pacte. J'ai étudié chaque clause, chaque mot, chaque terme. Ses yeux trouvent ceux de Kael à travers la salle et il y a une lueur de savoir partagé entre eux. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Des murmures commencent à parcourir la foule. Clause 17, écrite en petits caractères, facilement négligée. Isla brandit le parchemin. Cette clause stipule que l'héritière du royaume peut refuser d'honorer la dette si elle prouve sa capacité à défendre le royaume de manière indépendante. Les murmures s'intensifient. Les conseillers se regardent, confus. Une capacité, continue Isa, que je possède clairement.
J'ai gouverné ce royaume pendant 7 ans, défendu nos frontières, renforcé nos alliances, démontré à plusieurs reprises que je peux diriger sans aide. Elle regarde droit vers Cal. Il sourit, pas ce sourire provocateur qu'il utilisait auparavant, mais quelque chose de sincère, de fier. Ce qui signifie, conclut-elle, que j'aurais toujours pu refuser. J'ai toujours eu le choix. Le choc dans la pièce est palpable. Certains nobles se lèvent d'un bond, d'autres chuchotent furieusement entre eux. J'ai découvert cela, dit Isa, sa voix claire et sans excuse, il y a 2 semaines. J'ai lu la clause, j'ai consulté discrètement les anciens. J'ai confirmé que je pouvais légalement expulser le roi Cal de ce royaume sans aucune conséquence. Elle descend lentement les marches du trône, chaque pas résonnant dans la salle désormais complètement silencieuse. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Elle s'arrête devant Cal, le regardant droit dans les yeux. Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'utilisais le pacte comme une excuse. Les mots frappent comme des pierres jetées dans une eau calme. Je prétendais ne pas avoir le choix, poursuit Isa, un petit sourire vulnérable se dessinant maintenant sur ses lèvres. Parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité, plus facile que d'accepter ce que ma louve a reconnu au premier instant où nos regards se sont croisés. Certaines dames de la cour portent la main à leur poitrine. L'ancien Alistair sourit tranquillement. Alors, devant cette cour, devant les anciens, devant tous les témoins rassemblés, Isa déchire le parchemin du pacte original. Le son du papier qui se déchire résonne dans la salle. Les morceaux tombent au sol entre elle et Cal. Je déclare que je n'ai plus besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'un pacte forcé ou d'obligations politiques. Elle s'avance, comblant complètement la distance entre eux. Je choisis Calandros. Sa voix est ferme, sans le moindre tremblement. Non pas parce que j'y suis obligé, non pas parce que mon père a signé un document, mais parce que je le veux, parce que ma louve le reconnaît, parce que... Sa voix faiblit pendant une fraction de seconde. Parce que je l'aime. Le silence qui suit est suffocant. Qu'elle la fixe, et pour la première fois depuis son arrivée dans ce royaume, il laisse tomber toutes ses défenses. La vulnérabilité dans ses yeux est visible de tous. « J'ai aussi quelque chose à avouer », dit qu'elle est assez fort pour que toute la cour l'entende. Il se tourne légèrement, s'adressant non seulement à Isa, mais à toutes les personnes présentes. La clause 17. Je la connaissais aussi depuis le début. De nouvelles vagues de murmures éclatent, certains indignés, d'autres choqués. Qu'elle lève la main, les faisant taire. Il y a autre chose que je dois révéler. Mon père et le roi Torven n'étaient pas seulement des alliés politiques. Ils étaient amis. Pas officiellement, nous maintenions des relations tendues en public, mais en privé. Ils se faisaient de confiance. Le cœur d'Isla se serre. Son père n'en a jamais parlé. Quand mon père était mourant, il m'a fait jurer que je serais toujours disponible pour ce royaume, que si nécessaire, j'aiderais sans hésiter. Quel regarde Isla. C'était une promesse d'amitié, pas de guerre. Il prend une profonde inspiration. Mon père a inclus la clause 17 dans le pacte original. C'était une sauvegarde pour s'assurer que si l'héritière se révélait assez forte pour gouverner seule, elle aurait le droit de refuser. Il regarde à nouveau Isla, s'avance vers elle, éliminant tout espace entre eux. « Bege, quand je t'ai vu, quand ma louve t'a reconnu, sa voix baisse, plus intime mais toujours audible, à ce moment-là j'ai commencé à t'aimer. Ma louve t'a aimé au premier regard, et après ça, c'est simplement devenu impossible de ne pas tomber, impossible de ne pas t'aimer. Tu es ma compagne, Isa, dit-il clairement, depuis la toute première seconde. Et je t'aime. Je t'aime aussi, répond Isla, les mots enfin libres, enfin vrais. Et puis Cal l'embrasse. La salle explose. Applaudissements, acclamations, cris de célébration. Certains nobles plus traditionnels ont l'air scandalisés, mais la plupart sourient, applaudissent, célébrant ce qui est clairement plus que de la politique. C'est de l'amour. Quand ils se séparent enfin, tous deux sont essoufflés, les visages proches, incapables de cacher leur sourire. « La pleine lune est ce soir, dit Cal, la voix rauque. « Je sais, répond Isa, tout aussi essoufflée. Les anciens peuvent officier, si tu le veux, si tu es prête. » Isla le regarde. Cet homme qui est entré dans son royaume comme un créancier, qui est devenu une provocation, qui s'est révélé son égal, qui est finalement devenu l'amour. « Je suis prête, dit-elle. » La salle éclate à nouveau en acclamation. Alistair s'avance, souriant plus largement qu'Isla ne l'a vu depuis des années. Alors que les préparatifs commencent, nous aurons une cérémonie de liaison ce soir. La cérémonie a lieu au coucher du soleil. Les anciens des 2 royaumes se rassemblent dans un cercle sacré dans les jardins du château. La pleine lune se lève déjà à l'horizon, immense et argentée, baignant tout d'une lumière éthérée. Isa porte du blanc, symbolisant les nouveaux départs. Cal porte du noir, symbolisant la force des terres du Nord, mais lorsqu'ils se rencontrent au centre du cercle, les couleurs se mélangent, le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. L'aîné le plus âgé d'Isla dirige la cérémonie. Sous la pleine lune, sous le regard des anciens, nous assistons à l'union de 2 âmes, de 2 alphas, de 2 lignées. Il regarde Isla. « Isa, fille de Torven, reine des terres du Sud. Acceptez-vous Caléandros comme votre compagnon, comme votre égal, comme votre partenaire pour la vie ?» Ila regarde Cal et sent sa louve hurler de joie en elle. « Je le veux. » L'aîné se tourne vers Cal. « Calandros, roi alpha des terres du Nord, acceptez-vous Isa, fille de Torven, comme votre compagne, comme votre égal, comme votre partenaire pour la vie ?»« Je le veux, » répond Cal sans hésitation. « Alors, sous la pleine lune, je vous déclare liés. Que le lien se forme, que la marque apparaisse,
que deux âmes ne fassent plus qu'une. Kel attire Isla dans ses bras. Il incline sa tête sur le côté, exposant son cou. Leurs regards se croisent une dernière fois, demandant la permission, offrant une promesse. Isa hoche la tête et cale la mort. Ce n'est pas brutal, c'est précis, rituel. Ses crocs percent la peau à l'endroit exact entre le cou et l'épaule, scellant le lien. Isa sent la douleur, vive, intense, mais elle ne dure qu'une seconde avant d'être remplacée par autre chose. De la chaleur, une connexion, comme si un pont s'était construit entre leurs âmes, leur permettant de se sentir l'un l'autre d'une manière qui dépasse de loin le physique. Quand Kel se retire, il a du sang sur les lèvres, mais ses yeux brillent d'un éclat doré, rempli de quelque chose de primal et de puissant. La marque commence à se former sur le cou d'Isla. Un motif argenté et noir entrelacé, brillant sous la lumière de la lune avant de s'incruster de façon permanente dans sa peau. « Mienne », murmure Kel, touchant la marque avec révérence. « Tienne », confirme Isla, puis elle sourit. « Mais tu es aussi à moi ?» Elle l'attire à elle, lui mordant le cou au même endroit, scellant le lien en sens inverse, faisant d'eux de véritables égaux. Quand ils se séparent, tous deux portent des marques. Tous deux sentant le lien vibrer entre eux, fort, incassable, éternel. Les anciens commencent à chanter, un chant ancien dans une langue que peu comprennent encore, mais qui parle d'union bénie par la lune, de compagnons destinés, d'amour qui transcende la logique et la politique. Qu'elle l'embrasse à nouveau, et cette fois, c'est différent, car maintenant ils sont vraiment un. Deux alphas, deux lignées, une seule âme. « Je t'aime », murmure-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime », répond-elle. Et sous la pleine lune, entourés de témoins qui applaudissent et acclament, ils s'autorisent enfin à s'abandonner à ce qui a toujours été inévitable. Plus tard, dans leurs appartements privés, quand ils sont enfin seuls, Cale la porte jusqu'au lit. « Es-tu sûr ?» demande-t-il, lui laissant encore le choix. Même maintenant. Isla l'attire à elle, scellant sa réponse par un baiser qui ne laisse aucune place au doute. Et quand ils s'unissent enfin complètement, sans barrière, sans hésitation, ils sentent tous deux le lien se solidifier d'une manière qui va bien au-delà de leur corps. Cale la touche comme si elle était précieuse, comme si elle était puissante, comme si elle était son égale à tous les égards. Et Isla se donne sans retenue parce qu'elle comprend enfin que l'abandon n'est pas une faiblesse. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre sa force, que choisir de partager sa vie n'est pas la même chose que de renoncer à son pouvoir. Quand ils sont épuisés, rassasiés, enlacés l'un dans l'autre, Kel trace paresseusement la marque sur son cou. « Deux souverains têtus ?» murmure-t-il en souriant, qui ont lutté contre le destin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix que de s'abandonner à l'inévitable, termine Isla. Le regrettes-tu ? Isla le regarde, cet homme qui est entré dans son royaume comme un créancier, qui est devenu un défi, qui s'est révélé un égal, qui s'est finalement transformé en amour. Pas le moins du monde, murmure-t-elle, et toi, jamais. Calais l'embrasse doucement. Ça en valait la peine. Chaque seconde d'entêtement, chaque moment de résistance parce que ça a rendu ceci, il la serre plus fort, plus réel. Isla sourit contre son torse. Une reine qui n'a besoin de personne. Mais qui a choisi librement d'aimer le seul homme qui a toujours été le sien, termine Cal. Et sous la lumière de la pleine lune qui filtre par la fenêtre, illuminant les marques entrelacées sur leur cou, deux souverains têtus trouvent enfin la paix. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'apprécie vraiment chaque moment que vous avez passé ici avec moi. Nous sommes actuellement en route vers notre premier objectif, les 1000 abonnés. Si les histoires que je raconte vous ont touché, pote, ne serait-ce qu'un peu, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner et en laissant un like. Chaque abonnement et chaque mention j'aime sont pour moi une immense source de motivation pour continuer à écrire et à créer d'autres récits passionnants pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.